Est-il vrai que notre sexualité est régie uniquement par notre instinct de reproduction? Non. Alors, par quoi d'autre, sinon? Moi. Bon, est-ce que notre instinct de... c'est pas long. C'est parler de la sexualité puis s'enfarger dans son micro. C'est pas... Ça va faire scandale. Bon! Pulsion sexuelle, instinct de reproduction, la sexualité, non. Parce qu'on peut constater aujourd'hui que si c'était l'acte de reproduction qui dirigerait la sexualité, ben évidemment, tout le système anticonceptionnel n'existerait pas. Si on a une grande pharmacie, une grande industrie mondiale qui s'occupe justement d'empêcher la femme de procréer, ou d'empêcher l'homme, mais c'est surtout la femme qui a le travail de procréer ou de s'abstenir dans la procréation présentement, ben on peut constater que la sexualité sert aujourd'hui à beaucoup d'autres choses. Mais il est important de comprendre que en Polynésie française, lorsque les Blancs sont arrivés là, le peuple polynésien n'avait pas encore fait le rapprochement entre l'acte sexuel et le fait d'avoir des enfants. Alors, par goût psychologique, par attraction sexuelle, biologique, physique ou hormonale, les adultes, hommes et femmes, avaient des relations sexuelles, engendraient des enfants, mais ne savaient pas d'où venait l'enfant. Ce qui tend à vouloir amener l'idée que l'être humain, comme l'animal, qui ne fait pas de relation dans la relation sexuelle entre justement cet acte et l'enfantement, est quelque chose, la reproduction est quelque chose qui ne peut pas être laissé dans le seul jugement de l'humain ou de l'animal. Donc, il y a tout un phénomène hormonal qui vient tripoter les neurones des animaux comme des humains, et dans certaines périodes données, l'animal, lui, ce système hormonal entrera en fonction, manipulé par l'énergie vitale, disons l'instinct génétique qui chapeaute sa race, dans certains moments climatologiques, où c'est intelligent, quelques semaines ou quelques mois après, d'avoir des enfants. Donc des petits, des bébés. Chez l'animal comme chez l'homme, étant donné que l'homme, l'humain, n'est pas capable de décider quand il doit avoir ou quand il ne doit pas avoir d'enfants, il y a une mécanicité hormonale, encore une fois, qui oblige l'humain à avoir une relation sexuelle. Tant qu'il ne peut pas faire la relation entre l'acte sexuel et l'enfantement, ben nécessairement, s'il s'amuse à faire cela, il aura de toute façon des enfants. Croissez et multipliez-vous, mais il fallait aussi expliquer comment il fallait croître et se multiplier. Hein, ça, on ne l'explique pas dans la Bible. On dit croissez et multipliez-vous. L'homme a su, ça fait pas tellement longtemps que l'homme sait que l'acte d'amour, ça fait quelques 1500, 1600 ans dans la majorité des races ou des nations. Un peu avant, c'est certain. L'homme sait que l'acte sexuel engendre l'enfant. Et ce qu'il faut comprendre de prime abord, ça change. D'ailleurs, on parle d'une sexualité de l'évolution, donc ça change. On parle aussi d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, ou du moins transitif, donc ça change. Mais jusqu'à pas tellement longtemps, la femme était capable de reconnaître un nouveau-né, de l'apprécier, de le trouver beau. Tandis qu'un mâle, un homme, lorsqu'il regardait un nouveau-né, franchement, il regardait l'infirmière qu'il tenait. Il trouvait ça plus beau. Cela veut dire que si la femme n'était pas bâtie de façon à émettre une affection psychologique, les enfants qui viendraient au monde seraient presque tous immédiatement abandonnés. Parce que laisse un enfant sur une table, fait passer un homme, fait passer une femme. Aujourd'hui, ça change. L'homme va peut-être le ramasser, mais il ne voudra pas le garder. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont le ramasser et vont vouloir le garder. Alors, si on recule de 10, 20, 30 ou même 1000 ans, ben, la majorité des hommes seraient passés carrément à côté, puis l'enfant, ça ne le regarde pas. Tandis qu'il y a beaucoup de mères qui seraient passées à côté, ou de femmes, qui auraient, veut pas, été manipulées à ramasser l'enfant, le bébé. L'homme, lui, si l'homme aime, et si l'homme a besoin d'affection comme la femme, et si l'homme n'a pas besoin de la relation sexuelle, l'homme et la femme se contempleront, pourront se complaire de la relation affective, et n'ayant pas de relation sexuelle, on ne pourra pas se reproduire. Par contre, si la femme est sexualisée autant que l'homme, il y aura des relations sexuelles, et nécessairement, personne ne va s'occuper de l'enfant. Donc, lorsque la génétique apparaît, historiquement parlant, ça s'est passé sur une terre qui jadis flottait sur l'océan Pacifique,
Là où la Bible parle de la création de l'homme et de la femme, en réalité, on pourrait parler de la sexualisation d'un androgyne ou d'un hermaphrodite, en lémurie. Lorsque l'homme et la femme apparaissent, aucun des deux est supérieur, mais évidemment, pendant un laps de temps, la femme va dominer. On sera sous le régime des sorcières et du matriarcat, jusqu'au jour où Rama, pour les hindous, l'avatar de la race indo-européenne, va prouver que l'homme est capable de diriger lui-même les nations. Une maladie mortelle est en train de tuer l'homme. Les sorcières exagèrent au niveau des sacrifices humains. Et Rama va découvrir qu'en faisant une infusion de ghi, des fleurs du chêne, en Europe, on peut guérir cette maladie. Lentement, il y aura une transformation et le patriarcat sera instauré. Et depuis ce temps, l'homme dirige. On en arrive évidemment à se poser la question, lequel des deux dirigeait mieux? Aucun. Chacun devait faire son expérience, et de plus en plus, il y a des femmes qui comprennent qu'elles sont plus solides qu'un homme ou solides qu'une femme. Il y a des hommes qui comprennent qu'ils sont aussi solides qu'une femme et aussi solides qu'un homme. C'est-à-dire que de plus en plus, la démarcation socialo-sexuelle tend à disparaître dans certains individus. Pas partout chez les femmes, pas partout chez les hommes, ça prend encore quelques temps, ça va de soi, mais il est bien évident que lorsqu'on a besoin d'une personne pour accomplir une tâche, le sexe ne peut pas être un critère sauf évidemment si c'est pour ça quelqu'un. Bon, c'est bon. Donc, c'est pour comprendre. La femme, elle, peut être éduquée à devenir sexuelle. Évidemment, il y a des femmes qui sont bâties hormonalement de façon à devenir sexuelle. L'homme peut être éduqué à devenir affectif. Mais ce n'est pas collectivement la normalité présentement. Je l'ai déjà expliqué, j'ai fait un petit retour brief là-dessus. L'homme, il est positif, donc donneur physiquement. La femme, elle est réceptive, donc, disons, négative en termes de polarité. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Négative, physiquement. Vitalement, la femme, elle est donneuse, elle est positive. C'est elle qui pourra donc donner la vie à l'enfant et le nourrir, le conserver pendant plus de 9 mois ou autour de 9 mois avant de l'engendrer. L'homme, lui, vitalement, est récepteur. Donc, il aura besoin de l'énergie sexuelle de la femme. Je ne parle pas du sperme ou de ces choses-là. Je parle d'une énergie qui fera vibrer l'homme beaucoup plus que la femme, beaucoup plus souvent. L'homme aura besoin d'aller chercher cette énergie parce que sinon, il vivra des problèmes au niveau de son système neuronique. Voilà. Au niveau psychologique, la femme redevient réceptive. Psychologiquement ou affectivement, l'homme redevient donneur. Donc, l'homme, l'animal comme l'homme, sera musculairement plus bâti. Il aura une odeur particulière. Aujourd'hui, évidemment, l'odeur de parfum est plus précis, mais quand même. Et si on regarde les mâles, les animaux, le chevreuil, il a un panache, l'orignal, c'est la même chose, le paon a des couleurs. Le mâle, dans la nature, est un peu plus beau que la femelle, parce que l'homme n'a presque pas besoin de la beauté femelle pour agir, tandis que la femelle, elle, doit entrer en harmonie avec quelque chose qui sera de l'affection, de la sécurité, de l'esthétique. Au niveau mental, la femme, elle est donneuse, l'homme est récepteur. C'est pourquoi la femme ne pourra pas rester longtemps dans un taudis, dans une maison en bordel, dans une maison avec un toit qui fuit ou des choses comme ça. L'homme va s'en contenter. Alors la femme va donc dominer l'homme, la femme va mener l'idée, l'homme va l'appliquer. En échange, évidemment, il y aura la relation sexuelle qui va jouer, il y aura la sécurité affective pour la femme qui va jouer, et ça crée le phénomène de la famille, le phénomène du couple que l'on a connu depuis déjà belle lurette, qui est même un peu plus avant. Et aujourd'hui, ça change. OK, maintenant, s'il n'y avait pas de relation sexuelle dans le couple, est-ce que les deux pourraient retirer une énergie de l'autre? Bon. Il y a deux réponses. Il y a non et il y a oui. Ça donne soif. Premièrement, il faut comprendre que dans une relation sexuelle, celui qui est le plus gagnant, c'est l'homme, sauf si la femme veut un enfant. Dans une relation affective, la femme est plus gagnante que l'homme, normalement. Alors, si on prend l'être humain ancien, c'est-à-dire celui qui a un stéréotype historique, conventionnel, normal, celui qu'on peut retrouver dans les livres de Freud, justement, eh bien, ce genre d'humain, lui, au niveau d'une relation sexuelle, l'homme va gagner. Sans relation sexuelle, la femme va gagner. La femme, tu lui fais un massage, puis tu l'oublies, elle dort heureuse. L'homme, tu lui fais un massage, puis tu l'oublieras pas, parce que lui, tu ne laisseras pas l'oublier. Bon. Alors, en partant, il y en a un qui, au niveau affectif, va être satisfait et gagné, tandis que l'autre, au niveau sexuel, aura besoin. J'ai déjà entendu parler de femmes qui se faisaient violer pendant leur sommeil par leur mari.
Mais j'ai jamais entendu parler d'hommes qui se faisaient violer par leur femme pendant le sommeil. Alors, eux sont plus achalandés par cette Ben, la pulsion-là. femme, d'ailleurs, je veux dire, la femme, elle traite l'homme de cochon souvent, ben, c'est évident. L'homme traite la femme de cochonne, sauf que la femme est bâtie comme ça, elle traverse la rue, puis le gars, gars la cochonne, il y en a plein. Et la femme est même pas au courant, elle s'en va. C'est évident, il y a un problème majeur là. Au niveau d'une relation harmonique, c'est évident qu'il y a une sexualité nouvelle, une sexualité qui permet à l'enfant de venir, une sexualité qui permet au couple d'aller chercher l'énergie d'une façon réciproque, mais une sexualité qui n'a foutrement rien à voir avec l'acte sexuel dans la majorité des cas. Il n'interdit pas l'acte sexuel, mais il y a une sexualité nouvelle qui tend de plus en plus à définir ses commençants. Souvent, l'individu transitif mélange les deux, mais de plus en plus, il y a des mâles qui auront besoin de préparer la relation sexuelle. Pas pour faire plaisir à la femme, parce qu'ils en ont besoin. De plus en plus, il y a des hommes, des mâles, qui vont être capables de trouver beau un enfant nouveau-né. De plus en plus, il y a des mâles qui vont être capables d'embrasser, de pleurer, de donner de l'affection tout en restant biologiquement sexuel. Donc, il y a de plus en plus une sexualité nouvelle qui tend à apparaître chez l'homme. Une sexualité, on pourrait l'appeler androgyne, c'est-à-dire l'homme est capable d'être comme la femme et la femme, lentement, va devenir capable d'être comme l'homme. Il y a des femmes déjà qui sont sexuelles. Très rare. La majorité, c'est le croix. La femme sexuelle, c'est pas celle qui sort sa langue, qui fait 3 ou 4 tours quand on regarde les gars. Pas sexuelle, elle joue un jeu éducatif. C'est pas ça, une femme sexuelle. Bon. C'est pas celle qui se couche dans le lit et qui t'attend. C'est pas ça non plus. Parce que l'homme fait rarement ça, nous aussi. Bon. Alors, faut s'entendre. Il y a la femme programmée, et il y a la femme qui commence à l'être. Il y a l'homme aussi qui peut jouer le jeu pour faire plaisir à la femme, le jeu de l'affection, mais il y a aussi l'homme qui en a besoin. Et il aura besoin d'une affection, dans la majorité des cas, d'une affection féminine ou infantile. La femme, elle a besoin d'une affection infantile, et une femme qui a besoin d'une affection infantile, on trouve ça normal. Quand c'est un homme, on parle immédiatement de désactement sexuel. Juste pour vous dire de quelle façon l'homme, effectivement, n'a jamais été inclus dans le phénomène affectif. Bon. Lorsqu'un homme, une femme se promène sur la rue, elle voit un enfant de 4 ans qui pleure, elle va aller, elle va l'essuyer, elle va le prendre, une 3 4 becs. Si un homme fait ça, il y a du monde qui va le juger en tabarnouche. Mais de plus en plus, ça vient. Ça engendre une souffrance majeure chez ces humains, chez ces hommes transitifs-là, parce qu'ils ne peuvent à peu près pas exprimer ce qu'ils ressentent, parce que la société les condamne au nom du fait que ceux qui, à un moment donné, ont été bien mal pris dans ce qu'ils aimaient, ont fini par s'exprimer d'une façon inécologique. Le viol, etc., etc. Bon. Dans une relation sans sexualité, qui c'est qui est gagnant? Si c'est un homme transitif, une femme transitive, ou un enfant transitif, les trois sont gagnants. Si c'est des personnes anciennes, la femme est gagnante, l'enfant peut être gagnant. Si c'est des personnes nouvelles, les trois seront gagnants. Dans une relation sexuelle sans affection, l'homme est gagnant, c'est une personne ancienne, la femme est perdante, l'enfant est perdant. Si on parle de personnes transitives, ils sont les trois perdants. Et si on parle d'hommes nouveaux, de femmes nouvelles, d'enfants nouveaux, ils sont encore une fois les trois perdants. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est important de le saisir, le fait d'être capable de se mettre nu devant un individu, c'est qu'on accrédite sa confiance ou qu'on se supporte soi-même, un ou l'autre. Et le fait d'avoir une relation sexuelle, c'est exactement comme si tout ce que normalement on cache à tout le monde, on le donnait à l'autre. C'est un peu un cadeau. Mais il y a un problème aussi, c'est qu'on se livre énormément. Le patron qui a une relation sexuelle avec sa secrétaire ne peut plus rien demander. Il y aura un problème. Alors nécessairement, attention, on en a déjà parlé un peu dans l'initiation du couple, lorsqu'on se connaît mutuellement, on risque d'avoir des problèmes parce qu'on va s'auto-manipuler. Tout ce qui était sorti sert contre l'autre. Dans la relation, une sexualité nouvelle, la relation biologique n'est pas primordiale. Il y a une façon d'aller chercher de l'énergie autrement que dans l'acte sexuel, à la condition qu'on arrive à faire une séparation au niveau de notre perception de ce que l'on va chercher par la relation sexuelle qui peut être recherché sans la relation sexuelle. La relation sexuelle est là un but. La procréation. La transmission génétique de ce que vous êtes légué dans un temps à venir. La préparation d'un véhicule terrestre qui pourra un jour supporter votre réincarnation ou qui peut du moins la supporter déjà de votre vivant. C'est-à-dire que ce que la mère et le père sont, ils le donnent à l'enfant, donc l'enfant en est tributaire, l'enfant en est héréditairement le successeur, et nécessairement déjà là, les parents se sont réincarnés dans l'enfant.
La sexualité, elle, a comme fondement la reproduction. Le jeu hormono-psychologique sexuel à mener avec la sexualité, il était très important. Il est encore très important tant que l'humain ne comprend pas le rôle de la relation sexuelle dans le but de procréer. Parce que si la relation sexuelle devient dégoûtante, on n'aura plus d'enfants. Bon. Par contre, à travers la relation sexuelle, il y a une autre mécanicité qui est communiquée. Et la majorité des humains présentement croient, dur comme sexe, que les deux sont liés. Pas de relation sexuelle, il ne peut pas y avoir d'amour, il ne peut pas y avoir d'échange, il ne peut pas y avoir de ceci. Assez qu'on parle de relation. Bon. Assez qu'on parle de relations sexuelles. Et on parle d'harmonie du couple. Votre couple ne va pas, c'est peut-être parce qu'au niveau sexuel, ça ne va pas. Si je suis là, puis j'étends, il y a des problèmes avec ton petit gars de 5 ans, c'est peut-être que les relations sexuelles sont mauvaises. C'est la même chose. Pourquoi un homme et une femme peuvent-ils ne pas être capables de s'entendre? Parce que leurs relations sexuelles ne sont pas convenables. Leurs relations orales, les relations au niveau de la répartition des tâches, oh ben ça, les relations au niveau du travail. Mais non, dans le lit, relations sexuelles, ça va pas. Et on pense encore à côté de la traque, c'est qu'on veut communiquer par la relation sexuelle quelque chose que l'homme va de plus en plus communiquer sans la relation sexuelle. Et c'est ça la sexualité de l'évolution. Je pose des questions, tu Tout à l'heure, vous avez parlé de la vraie femme sexuelle, que vous ne l'avez pas décrit. Bon. La vraie femme sexuelle, elle n'a pas besoin de la sexualité pour vivre. Elle n'a pas besoin de la relation sexuelle pour être heureuse. Elle n'a pas besoin de la relation sexuelle pour se prouver qu'elle est une femme ou un homme. Elle n'a pas besoin de cela. Par contre, elle sera capable, dans la relation sexuelle, de communiquer, mais d'aller chercher. Alors, ça ne paraît pas. Je ne peux pas dire, tiens, elle, c'est une femme sexuelle. Non. Quand on parle d'une femme sexuelle, on parle donc d'une femme nouvelle. Elle est émotivo-sexuelle, c'est-à-dire qu'elle est capable de rentrer un peu dans un domaine qui lui était avant plutôt fermé par sa génétique corporelle, et elle sera capable d'aller chercher de l'énergie dans une relation sexuelle à l'exclusive condition que la relation sexuelle ait un fondement de base, c'est-à-dire que la femme sexuelle ne pourra pas vivre d'une sexualité sans raison, comme ça, gratuite. L'homme émotif sera aussi capable de fonctionner dans une sexualité, mais il n'aura pas besoin de comprendre la femme. Les deux deviennent de plus en plus proches de l'androgynat au niveau sexuel. Un androgynat hétérosexuel, c'est-à-dire que les deux peuvent vivre les conditions émotivo-biologiques des deux sexes. Et ça, l'enfant va vivre la même chose. Et lorsque je parle d'une relation sexuelle avec l'enfant, je parle d'une relation sexuelle au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on parle encore une fois de la mécanicité de la sexualité de l'évolution qui n'est pas liée à l'attrait corporel. C'est important. Et il y a des nuances tellement subtiles. Je vais te laisser continuer avec les questions, de toute façon, je vais y revenir. Bon, c'est très important. Une grande partie de la relation familiale va naître d'une sexualité familiale convenable. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité familiale? Je donne un petit exemple bien banal. Combien de parents prennent leur bain avec leurs enfants? C'est une sexualité énergétique. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la sexualité? La sexualité, c'est un échange d'énergie vitale. C'est ça la sexualité. Dans le sperme masculin, il y a de l'énergie vitale. Ça peut engendrer la vie. Dans le phénomène masculin, l'ovulation, ces choses-là, ça peut engendrer la vie. C'est de l'énergie vitale. Et c'est ce que l'homme recherche chez la femme. Il se nourrit. La femme va prendre de l'énergie sexuelle ou psychologique, elle va se nourrir, elle est bien après. Parce que si l'homme accepte encore son corps, c'est que ça marche. Bon, c'est inconscient, il y a plusieurs raisons, mais elle se nourrit émotivement. De plus en plus, il va aussi apprendre à se nourrir sexuellement. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour la femme. Pour l'homme, de plus en plus, il va apprendre à se nourrir psychologiquement. Autrement dit, une sexualité nouvelle. Bon, tu prends ton bain avec tes enfants, il y a une relation énergético-sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie vitale. Mais l'harmonie dans la famille sera d'autant plus redressée. Tu es capable d'accepter un massage, de faire un massage à un enfant, par un enfant, à une femme, par une femme, à un homme ou par un homme,
Et nécessairement, il y a un échange absolument extraordinaire qui se fait, sauf que présentement, le mâle a une construction hormono-biologique qui complique un peu les choses. Bon, il faut l'attacher, il faut le geler, en tout cas, dans bien des cas. Sauf que ça change, et c'est le rôle de la femme d'instruire l'homme de ce côté-là. L'homme, je pense, qu'il a fait son rôle, il a suffisamment tout fait pour que la femme devienne sexuelle. OK? Bon. Quand t'es en tout cas, bien des affaires, on pourrait critiquer moi, ce paquet d'affaires au niveau social, on va laisser faire pour l'instant. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité familiale? C'est d'être capable de marcher 3, 4 individus main dans la main, ou simplement de marcher séparés et observer les choses. Ça peut être aussi d'être capable de partager un verre d'eau. Ça peut être de boire à la même goutte quand on va camper. Ça peut être, encore une fois, de pouvoir se baigner ensemble sans qu'il y ait de problématiques au niveau de l'esthétique corporelle. Ça veut dire qu'on accepte dans notre espace vital la sexualité de l'énergie vitale. Ça veut dire qu'on accepte dans son espace vital totalement un autre humain. C'est ça la sexualité d'évolution. Quand l'homme fait une relation sexuelle de type animal avec une femme, la femme peut avoir une relation sexuelle de type femme d'affaires avec l'homme. OK? Elle connecte le copain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de relation sexuelle. Il y a une relation biologique. Il y a un échange de sperme d'un à l'autre. Il y a un échange d'argent d'un à l'autre. C'est à peu près tout. Il y a des femmes, évidemment, qui vont être prostituées, qui vont aider certains humains. Tu sais, ils apprennent à découvrir un peu l'humain, puis à un moment donné, ils prennent affection pour eux autres. Mais encore là, c'est pas sexuel, c'est dans son cas à elle. Le fait d'être capable, dans son espace vital, d'accepter quelqu'un avec une relation sexuelle d'un type neuf, d'un type pur, c'est-à-dire d'un type où on n'est pas contraint à vouloir cacher un paquet de choses à partir d'une morale qui essayait de restreindre l'échange problématique chez l'humain, parce que la femme perdait, l'homme gagnait, et l'homme se nuisait aussi. Il y a des questions? Vas-y. OK. Faut-tu m'interrompre plus souvent? Je m'interromps. C'est pour savoir le tantrisme et la chasteté. Est-ce que ce serait alors néfaste pour l'homme nouveau? Bon. Le tantrisme, c'est une condition intéressante de l'évolution vitale. Le tantrisme, c'est la faculté que peut avoir l'humain dans un extase sexuel de libérer une énergie vitale placée dans un centre, disons, dans un carrefour d'énergie au fin fond du coccyx, libérer une énergie sexuelle qui porte le nom de Kundalini et faire en sorte qu'elle puisse cheminer le long de la colonne vertébrale, ouvrant d'autres carrefours d'énergie qui devraient donner la possibilité à l'humain de voir ouvrir chez lui certains points de conscience, clairaudience, clairvoyance, télépathie, contact supramental, choses-là, pendant des centres, des carrefours ouverts. Il y a eu un temps où l'énergie évolutive chez l'homme, pendant la phase évolutive des humanités, où l'évolution se faisait du bas vers le haut, de l'énergie tellurique vers la tête. Pendant cette époque, certains avatars, certains bonhommes, certains catalyseurs d'évolution ont amené sur le plan planétaire des techniques permettant à l'humain, et ça a été amené pendant la période patriarcale, ces techniques servent surtout l'homme, des techniques de manipulation, de sorcellerie, de magie blanche, de manipulation de l'énergie vitale à l'intérieur du corps d'une femme, de façon à ce que l'être humain, le mâle, puisse arriver à foncer. Alors, on a évidemment l'idée de la Vierge. Il fallait que tu fasses ça avec une Vierge, c'était préférable. Les vestales, c'était les femmes qui sexuellement se vouaient aux dieux, aux traditions, aux prêtres. Alors, il y a tout un paquet de techniques basées sur le vol d'énergie dans le corps de la femme pour permettre à l'homme, le mâle, de pouvoir grimper, ouvrir son plan de conscience. Parce que la femme était toujours l'outil que l'homme se servait dans sa condition couchée en dessous de l'homme, dans sa condition de, c'est jamais elle qui décidait quand ça se faisait. Oh, l'homme l'achetait avec un paquet de choses, mais n'empêche que c'est une technique de mâle qui a fonctionné à plein, qui a eu une efficacité majeure et qui est aujourd'hui tout à fait inutilisable, à moins évidemment qu'on provienne d'une race très arriérée, et très inutilisable. Pourquoi? Parce que tout ce que cette énergie a à développer chez l'homme, elle l'a donné à l'homme, et c'est transmis génétiquement des parents aux enfants. Donc, ces techniques ancestrales, quoique bonnes dans l'Antiquité, ne servent que de passe-temps aujourd'hui, parce que ce qu'elles ont à t'amener, eh bien, tu l'as déjà. Tout ce qu'elles peuvent maintenant t'amener, c'est le triple. Mais ça te forme plus. En plus, ça peut lentement t'épuiser. La chasteté, c'est la conservation des énergies vitales
surtout chez l'homme. On parle évidemment de la vierge chez la femme, mais quand on parle de chasteté, on parle, encore une fois, au niveau de l'évolution de l'homme. Évidemment, ceux qui sont cloîtrés, la femme a pu être amenée à la chasteté pour elle. Mais la femme n'a pas tellement besoin d'être chaste, c'est beaucoup plus l'homme. La femme de l'énergie vitale, elle en a en masse. Tandis que l'homme, lui, il doit en rechercher. La chasteté, c'est une condition qui permet à l'être humain de conserver à l'homme ou à la femme, de conserver ses énergies sexuelles chez lui. Une chose qui doit être comprise, c'est que la femme ne peut pas être chaste comme l'homme. Frustrant? Un peu. Pourquoi? Chaque fois que la femme est menstruée, elle rejette de l'énergie vitale à l'extérieur. Chaque fois que l'homme éjacule, il fait la même chose. Lorsque l'homme devient chaste, il peut conserver l'énergie chez lui. S'il n'a pas d'éjaculation, de pollution nocturne, c'est le genre de choses. Tandis que la femme, elle, presque mensuellement, elle a ses menstruations où elle perd énormément d'énergie vitale. La femme peut être plus colérique, plus influençable, plus déprimée, elle perd du sang, elle a s'occuper, enfin bref, les femmes, comme vous connaissez l'idée un peu, c'est rare la femme qui est tonifiée, qui est pépée quand elle est menstruée, c'est assez rare. Malgré les annonces qu'on fait, là, tu changes de, puis ça arrive, c'est pas vrai. Bon. Donc, la chasteté, la femme, elle ne peut pas être chaste. Quand on parle de chasteté, c'est de ne pas avoir de relation. Faire attention, il y a l'idée de chaste et pur. Pareil. Pur, on dit les bois, lavez-vous, vous serez pur. Bon. Et l'idée de l'acte, bon, enfin, franchement. Croissez, multipliez-vous, restez pur. Il faut chercher. Bon. Lorsque la femme a ses menstruations, la femme a un potentiel d'énergie vitale tellement supérieur à celui de l'homme que finalement, ces menstruations, à part créer des perturbations mensuelles au niveau vital, au niveau de l'énergie, ne perturbent pas son évolution. Tandis que pour l'homme, par contre, si l'homme, lui, a des relations sexuelles trop fréquentes, veut pas, cela lentement va le perturber. Ça va faire quoi? C'est bien original, mais ça va empêcher l'homme de développer une parole juste, de raffiner son centre laryngé et de développer sa faculté neuronique de recevoir un savoir instantané. C'est ce que ça va faire. Oh, il va rester plus ou moins heureux, il va avoir besoin des femmes, ça paraît pas trop, il va s'amuser. Sauf que, lorsqu'une personne commence à parler, elle a moins de relations sexuelles. Lorsqu'une personne commence à vivre de mutations, elle perd cette affinité à avoir des relations sexuelles. Autrement dit, lorsqu'une personne commence à vivre une mutation, la mutation va se cellulariser chez elle, c'est-à-dire que son code génétique va changer. Donc, elle va finir par avoir à jamais son changement. Elle n'aura pas besoin de continuer à y penser. Elle l'accepte, elle l'autorise. Ça s'en vient cellulaire, c'est cellularisé. Donc, elle est, disons dans un terme, elle se met au monde elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus, après sa mutation, de correspondance génétique avec ses parents. Et pour cela, elle doit redevenir un enfant, c'est-à-dire qu'elle doit redevenir asexuée, en ce sens que l'enfant, lui, qui a besoin d'énergie vitale pour pouvoir finaliser sa programmation neuronique après la naissance, ça prendra tellement de temps. S'il faudrait que ça se passe dans le ventre de la mère, ça n'aura pas de sens. L'enfant vient au monde et il n'est pas viable seul. Il lui manque des choses. C'est que la programmation évolutive du corps physique de l'homme est tellement complexe que ça prend un nombre d'années de formation par la suite pour que cela marche. Pendant ce temps, l'énergie vitale et sexuelle de l'enfant est complètement envoyée au système laryngé pour développer sa faculté d'interpréter la pensée par le contrôle d'un centre vital qui va contrôler les cordes vocales, la langue, la bouche, les joues, la respiration, donc les muscles pulmonaires et ces choses-là pour pouvoir transmettre l'énergie de la pensée dans la parole. Ça demande un développement extraordinaire. Seul l'homme a. En plus, on doit développer par l'énergie vitale la programmation neuronique. Vous savez, on a entendu dire souvent que des neurones morts, ça ne se refaisait pas. La médecine découvre dernièrement que c'est faux. Bon, j'en ai déjà parlé il y a quelques années en conférence, que les neurones pouvaient se refaire. Mais il fallait une maudite dose d'énergie vitale pour leur permettre de se refaire. Une personne qui a un accident cérébrovasculaire, un ACV, elle n'a pas suffisamment d'énergie vitale parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment conservée. On parle surtout de l'homme. La femme, ça peut être la même chose. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un tissu cicatriciel, le même qui cicatrise nos blessures, qui se refait plus rapidement que le neurone parce que sa structure matérielle
biologique ou organique, est beaucoup plus simple. Ça ne demande presque pas d'énergie vitale pour cicatriser. Le neurone n'a pas le temps de se refaire, que le tissu cicatriciel prend la place. Ça peut créer de l'épilepsie post-traumatique, ça peut faire différentes choses. L'enfant, donc, de sa naissance à la puberté, vit l'apprentissage du langage, l'apprentissage d'une conscience neuronique, et il n'est pas sexué. Lorsque cela est fait, eh bien maintenant, son rôle de procréateur apparaît. Mais il restera à l'enfant, dans son évolution d'adulte, à juger si effectivement il procrée ou si tout ce qu'il a génétiquement, s'il le dilapide continuellement, ou bien s'il s'arrange pour le conserver. La chasteté, c'est l'antipode de la décadence, de la débandade, de la bandade plutôt. Bon. Débandade, bandade. Bon. Alors la bandade, c'est une problématique, puis la chasteté, c'est une problématique. Pourquoi? Le cerveau de la femme ramasse, stocke des hormones. À chaque menstruation, certains phénomènes hormonaux se mettent en marche. La femme a une ovulation et il y a un retour hormonal qui est enregistré par le cerveau et stocké. Quand cela est fait, le cerveau sait que l'ovule a été éjecté. On bloque le processus. La femme peut être enceintée, sauf qu'elle n'aura pas d'hyperovulation. La femme, c'est bloqué, c'est inconscient. Le problème chez la femme, c'est que lorsqu'elle arrive à la ménopause, elle a encore immensément d'ovules qu'elle peut transmettre. Mais lorsque le cerveau a accumulé une dose limitée de ce système hormonal, de ces hormones, la femme, le cerveau, qui maintenant ne peut plus recevoir d'autre chose, il est plein, eh bien, il décide que la femme peut maintenant être radiée de la surface de la planète. Ça, c'est organique, biologique, premier rôle de l'animal, donc du corps physique, la reproduction. S'il n'est pas reproducteur, il peut être éliminé. C'est un problème. À la ménopause, la femme change complètement parce que l'expression hormonale dans son corps change et la psychologie ne peut pas s'exprimer de la même façon. Il y a la ménopause, il y a moyen de contrer ce processus par une sexualité nouvelle, une sexualité qui n'est pas d'ordre relationnel au niveau physique. L'homme qui est chaste, lui, c'est la même chose. Chaque fois que l'homme, de temps en temps, l'homme a une relation sexuelle, il y a une éjaculation, cela donne au cerveau l'ordre de recréer des spermatozoïdes, de recréer ce phénomène au complet pour être prêt. Si l'être humain, l'homme a une chasteté continuelle, lentement, le cerveau finit par détecter qu'on n'en crée plus. C'est-à-dire qu'il lui manque, il est assoiffé d'un stimuli hormonal et il ne l'a plus. Lentement, le cerveau peut aussi décider, c'est de l'instinct, que ce mâle maintenant peut être éliminé. Il y a donc des personnes âgées qui ont des relations sexuelles plus fréquentes et rajeunissent un peu. Et il y a des jeunes qui ont des relations sexuelles fréquentes et vieillissent plus vite. La chasteté, il faut faire attention. Et le phénomène d'andropause ou ménopause, l'andropause, c'est lorsque le cerveau est tellement habitué qu'à un moment donné, là, il n'y a plus rien à faire, on contracte. La ménopause, la femme peut la contrer. Pourquoi? Parce que la femme, elle a suffisamment d'énergie vitale pour pouvoir continuer sans ovulation. Elle peut recommencer de menstruer. Mais la majorité des femmes qui sont ménopausées vont me dire, ben, tabarnak, je n'ai pas pu me recommencer. Bon. Par contre, elles peuvent recommencer, si elles ne peuvent plus procréer, à vivre une sexualité nouvelle qui va obliger, qui va tromper l'instinct. Parce que il y a deux choses qu'il faut comprendre. Si vous n'êtes pas reproducteur, biologiquement, Darwin serait d'accord avec moi, vous êtes inutile sur la plan planétaire. Mais ça, c'est le rôle du corps de l'homme. Mais dans le corps de l'homme, il y a l'homme. Et si cet homme a une raison d'être dans un corps, même si le corps n'a plus de raison mécanique ou biologique, il va rester sans vieillir ou en relaxant ou même en rajeunissant. Pour cela, il faut évidemment tromper l'instinct. Aller chercher de l'énergie vitale qui en transmet. On parle encore une fois de la sexualité de l'évolution, une sexualité de l'homme-personne transitive ou nouvelle, applicable par tout le monde. L'enfant peut être baigné là-dedans et ça va juste accélérer son processus d'identification. Chasteté, c'est intéressant, mais biologiquement, ça peut être problématique. Et la bandade, c'est intéressant, mais ça peut aussi être biologiquement problématique. Voyons ceci. Est-ce que c'est vrai que la masturbation rend fou? Bon. On a souvent entendu parler, et puis on ne sait pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, cette chose-là. Bon. Dans les mythes et dans ces choses-là, on peut dire évidemment qu'un jour on a dit ça pour interdire les jeunes de se masturber, ça rend fou.
Ou peut-être qu'à force de taper dedans, quand il le faisait, on y rendait fou. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que là, 1200 ans à peu près, ou même aller jusqu'à 800 ans, la masturbation de l'enfant le rendait effectivement débile. Donc, cette chose part de quelque chose de vrai, qui est vrai depuis longtemps. Pourquoi cela a été vrai? L'énergie vitale chez l'humain est de plus en plus concentrée chez lui. L'homme a de plus en plus de facultés neuroniques, ce qui lui permet d'avoir une psychologie de plus en plus adaptée. Évidemment, il va souffrir un peu plus. D'avoir un intellect qui va essayer de légiférer ses souffrances ou ses désillusions ou ses désirs. D'avoir un plan mental qui va arriver à ne plus faire de compromis entre ce qui est et ce qui n'est pas. Et finalement, d'avoir un contact avec un ajusteur de pensée qui va venir ajuster ce qui manipule l'humain, pour finalement avoir un contact avec l'intelligence supramentale, c'est-à-dire l'esprit individuel de l'homme, c'est-à-dire l'homme, avoir un contact avec lui, se centrer dans son intelligence. Mais il y a de cela plusieurs dizaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines d'années. Le corps physique de l'homme avait une génétique faible. Et si on demandait à une génétique faible biologique de comprendre la mécanicité politique de l'époque, de comprendre les théologies et les religions, de comprendre la loi, de comprendre ce qu'on avait là 800 ans à l'ère descendant, eh bien, on demandait un travail énorme du cerveau. Surtout qu'on était à l'époque où la science, c'est-à-dire que Platon, où on avait plusieurs personnages, Aristote, Archimède, etc., qui amenaient des choses neuves, qui demandaient énormément de cervelle. L'enfant génétique devait construire son cerveau avec peu d'énergie vitale pour arriver à supporter la société de l'époque. S'il se masturbait avant terme, ou encore, c'est-à-dire que si l'enfant apprenait à se masturber, il pouvait déclencher, ce qui se fait encore aujourd'hui, une puberté précoce qui l'amenait à dilapider l'énergie vitale avant que le cerveau soit finalisé, ce qui créait un adulte avec un potentiel de 8 ans, de 6 ans, de 5 ans, avec un potentiel d'enfant. On appelle cela aliéné. Et effectivement, si à l'époque, lorsque l'individu massacrait son énergie vitale comme cela, il risquait fortement de bloquer l'évolution programmatique génétique de son cerveau, ce qui le mettait en inharmonie avec la société actuelle qu'il continuait à percevoir à l'état d'enfant, même adulte. Mais aujourd'hui, ça peut nuire, mais tellement pas qu'on ne peut pas dire que ça fait cela. Ça peut fatiguer, ça peut salir, ça peut intéresser. Mais ça le rend plus fou. Peut-être fou du sexe. L'homme nouveau, donc, n'aura pas la même sexualité. Oui? OK. Alors, l'homme nouveau, est-ce qu'il va vivre sa sexualité comme l'homme ancien ou totalement différent? Bon. La dernière fois qu'on me posait la question, c'était un homme qui m'interviewait, puis après ça, il a dit, quand j'ai fini de répondre, il a dit, j'espère que c'est pas pour demain. Bon. Peut-être que toi, tu vas être content de remarquer, je ne sais pas trop. L'homme nouveau ne peut pas vivre sa sexualité comme l'homme ancien pour la simple raison que l'homme ancien la vit d'une façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il est convaincu de besoins sexuels, il est convaincu qu'il n'aura pas d'harmonie dans sa psychologie s'il n'a pas l'acte sexuel, il est convaincu d'un fait quelque chose qui fait qu'il est convaincu tellement et tellement bien qu'effectivement, ça arrive. L'homme nouveau, lui, sait que premièrement, la relation sexuelle sert à engendrer. Donc, nécessairement, il ne jouera pas avec. J'ai déjà fait une conférence sur la conception de l'enfant, de quelle façon on doit se préparer sexuellement, vitalement, etc. pour le faire. L'homme nouveau, la femme nouvelle sauront que la relation sexuelle a pour but fondamental d'engendrer un enfant. Donc, nécessairement, ils purifieront leur génétique avant, de façon à donner au maximum la possibilité à l'enfant de supporter les caractères ascensionnels ou évolutifs des deux parents, ce qui est rarement le cas. L'homme nouveau va vivre une relation pour une sexualité beaucoup plus nouvelle, c'est-à-dire une sexualité beaucoup plus énergétique. Il y a énormément d'hommes qui vont trouver plate le fait que l'homme nouveau ne va concevoir ou s'abstenir. Il y a même des femmes qui vont trouver ça plate, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit faire la scission entre ce que la relation sexuelle nous permet et ce qu'elle nous apporte. La relation sexuelle de l'homme nouveau lui apporte quelque chose et il lui sert de base pour exprimer le reste. Et c'est le reste l'important. Sauf que l'homme nouveau, lui, faisant la nuance entre les deux, va vivre quotidiennement de ce reste et il ne se servira de l'autre que pour faire un film, donner un cours ou avoir des enfants. L'homme nouveau ne peut pas vivre une sexualité comme l'homme ancien. L'homme ancien qui trouve une femme belle
est mal pris. La femme qui trouve un homme beau va vouloir avoir sa compagnie, elle va se sentir sécure avec, il y a toute une panoplie de choses qui peuvent se passer. Évidemment, il y a des femmes qui sont en transition suffisamment avancée pour ne pas vivre cette mécanicité. Il y a des hommes qui sont en transition suffisamment avancée pour ne plus vivre cette mécanicité d'homme ancien. C'est encore essentiel, vous savez, qu'il y ait des hommes sexuels au bout, qu'il y ait des femmes émotivo-psychologiques, affectives au bout, pour la simple raison que ceux qui vivent ces conditions ne sont pas encore capables de supporter leur état d'être humain. Ils supportent encore leur état d'homme-femme, c'est-à-dire de mâle-femelle. Phénomène de l'animal. De l'animal qu'on a socialisé un peu, à qui on a mis un cadre. Christy, on est rendu qu'on fait des livres, savoir comment. Bon, peut-être, franchement, on doit même donner un cours maintenant de sexualité aux enfants, ce qui devient une farce monumentale, parce que l'enfant a toujours communiqué sexuellement d'une façon énergétique, et maintenant l'enfant veut évidemment copier l'adulte. L'adulte se libérant dans la relation matérielle, biologique, l'enfant veut copier, puis là on doit donner des cours de relations sexuelles, dire aux enfants quand il faut commencer, quand il ne faut pas commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On est rendu qu'après les avoir programmés pour leur montrer comment aimer, apprécier les belles choses de la vie, c'est-à-dire ce que j'aime moi-même, après leur avoir montré à être poli, c'est-à-dire leur avoir donné la faculté de devenir des menteurs sans que ça paraisse, après leur avoir montré un paquet de choses, on est rendu qu'on veut diriger leur évolution sexuelle. C'est évident que l'enfant en aura besoin présentement parce qu'il est dans une société où ça devient, bon, évident. Ça fait partie de la vie. Et si tu n'as pas de relation sexuelle avec une fille ou avec un gars avant l'âge de 50 ans, chose qui va pas. Mais en réalité, qu'est-ce qui va pas? L'homme nouveau, la femme nouvelle, et quand je parle d'homme nouveau, je parle de femme nouvelle, je parle évidemment de quelqu'un qui accepte des choses neuves et quelqu'un qui est en mutation, c'est-à-dire quelqu'un qui préfère être naturel plutôt que d'être normal. C'est quelqu'un qui préfère être lui, même si tout le monde est contre. Ça, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. Moi, je suis moi. Oui, mais si tu teindrais les cheveux, là, tu passerais mieux dans la société. Tu sais, franchement, risquer le cancer de peau, commencer à aller acheter des bebelles, passer du temps à m'éteindre dans le lavabo, à mettre éteindre après, à mettre à part. Tout ça parce que, apparemment, mesdames et messieurs à l'extérieur, vous préféreraient ça. Qui s'achètent toutes des lunettes teintées? L'homme nouveau préfère être naturel plutôt qu'être normal. Donc, il sera capable de supporter une sexualité, mais elle sera problématique dans le début parce qu'évidemment, l'entourage a de la difficulté à l'accepter. Un homme, bon, j'ai déjà vu, moi, des femmes jouer avec le zizi d'un bébé. C'est comique. Si vous voyez un homme faire ça, on va chercher en maudit quel problème sexuel qu'il a. Et ça, c'est la souffrance majeure de la personne transitive. Parce que demander à un enfant de 3 ans la différence entre un pénis et un doigt, ou entre son nez et ses fesses, ben c'est sûr que s'il dit c'est caca et c'est cochon, c'est parce que ses parents l'ont très, très, très mal éduqué. Là. Ou sa tante, ou son oncle, ou sa grand-mère, ou le voisin, là, c'est le voisin qui a un problème sur le voisin. Bon. Mais il n'y a pas grande différence. C'est la même maudite affaire. Il y a une peuplade, à un moment donné, en Amazonie, il y a 2 Blancs qui sont arrivés là, de tourner un film. Puis les indigènes sont habillés d'une ceinture autour de la taille, un petit peu à un pouce en bas du nombril. Une corde. Le reste, il n'y a rien. Alors les Blancs, ils veulent un petit peu gêner, puis ça filme, ça ci, ça sort, puis à un moment donné, ils veulent se baigner. Puis on se lave dans l'eau, dans la rivière. Alors ils décident, bon ben merde, on va s'habiller, on n'est pas pour aller se baigner là, on va s'habiller. Alors, ils se déshabillent, puis là, tout le village, là, puis ça criait, puis ça s'en allait, puis ça se cachait, ça se tournait tout. Là, ils ont vu qu'il était tout nu. Eux autres. Là, ils ont cherché, puis là, il y a un vieux sorcier, là, un vieux sage qui s'est approché sans regarder, leur a expliqué qu'il était tout nu. Alors, les 2 Blancs ont dit, oui, mais nous autres avaient. Il dit, jamais. Quand on ôte notre corps, on est assez poli pour pas se regarder. Et ça, c'est un fait vécu. La corde était importante, c'était symbole de l'espace vital de l'individu, et il y avait un pacte là, pénétrez pas. Bon, tu sais, ça c'est à moi. Quand je l'ôte, je suis seul, je suis chez moi, puis on me respecte. Bon, mais les Blancs, ils ont cherché en tabarouette avant de comprendre. Ils sont mis une corde habillée.
Et ça, c'est vécu. Bon. L'homme nouveau ne peut pas vivre des contraintes ancestrales qui ont été données à l'homme ancien parce que celui-ci, ne comprenant pas l'intelligence de la restriction ou de l'acte, il allait selon le feeling. Et on sait, pardon très bien, que bien souvent le feeling est une manipulation qui empêche l'homme d'évoluer ou qui empêche l'homme d'avancer convenablement. L'amène à souffrir. L'homme nouveau vit une sexualité où il peut laisser plus qu'un individu pénétrer son espace vital dans une relation d'honnêteté totale. Ça, c'est de la sexualité nouvelle. C'est plate, hein? Il n'y a pas de zigonnage. Le zigonnage n'est pas interdit. Par contre, il y a toujours une écologie. Ça ne sert à rien de zigonner en public. Pas pour la moralité. Par contre, c'est bien évident qu'un homme, une femme, sur une plage déserte, veulent faire l'amour, puis il y a un gars qui passe. Bon. Le gars, il règle à pas être là. On parle d'un homme nouveau, une femme nouvelle. On parle de personnes anciennes, ils s'en vont dans la forêt, ils se mettent nus. Tout fois qu'il y a un oiseau qui bouge, il y a un oiseau qui tombe. C'est vrai. Bon. Pourquoi? Parce que la sexualité chez l'homme ancien est quelque chose de malhonnête. Enfin, il faut le croire. Allez voir agir. Si je serais un extraterrestre qui observerait cela, j'aurais de gros problèmes à comprendre. D'énormes problèmes à comprendre, l'homme. Il y a l'humain qui peut faire une relation sexuelle avec un autre, mais ne peut pas se promener nu dans la maison après. Il y a celui qui, après la relation sexuelle, se sent tellement bien qu'ils peuvent prendre leur douche ensemble difficilement avant, ou ils peuvent se promener dans la maison, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que justement, ils sont devenus plus honnêtes par la relation sexuelle. Sauf que ce n'est pas l'acte sexuel qui rend cela. C'est parce qu'on accepte une chose. Tu sais, faire une relation sexuelle en pleine noirceur tout le temps, c'est malhonnête. En ce sens qu'on veut aller chercher quelque chose chez quelqu'un, on ne tient absolument pas à ce que lui pénètre dans notre espace vital. La sexualité nouvelle, elle libère. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un être humain qui se sent bien? Mais quand je dis bien, bien, il n'a rien à cacher à ceux qui sont capables de ne pas tout remonter sur le visage après. Tu sais, quand tu parles, puis tout t'est remis contre toi, là, à un moment donné, c'est même pas ta femme ou à ton mari, parce que la chicane d'après, ce que tu as dit, ça revient contre toi. Il y a plusieurs choses comme ça. Chose certaine, c'est que l'honnêteté dans un espace vital entre une relation d'individus est une sexualité nouvelle. Et je parle d'une sexualité, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la jouissance physique. En même temps que la jouissance physique, il y a la jouissance psychologique. Et en même temps, chez l'homme nouveau, il y aura la jouissance mentale en même temps que la jouissance psychologique, vitale et physique. Sauf que ça reste sexuel. Il y a une jouissance, une harmonisation tellement parfaite que pendant un millième de seconde ou un petit peu plus pour les expérimenter, le corps de l'homme disparaît, le corps de la femme disparaît, il n'y a pas d'observateur ou de choses observées, il n'y a pas de souffrance, aucun problème, il ne fait ni chaud ni froid, il n'y a pas d'odeur, pas de transpiration, il n'y a rien, il y a l'état d'être. Et souvent, le tantrisme a voulu aller rechercher cela. Mais il y a un autre moyen d'arriver à une extase. La mère qui regarde, ou la femme qui regarde un enfant jeune ou un enfant, à un moment donné, vous pouvez observer qu'elle est en train de jouir. Ce n'est pas hormonal, c'est une jouissance sexuelle énergétique. Elle est honnête. La jouissance, elle est essentielle pour la femme et pour l'enfant. Lorsque l'homme vit cela, c'est la même chose. On a le gars qui s'assoit dans un parc pour regarder des enfants. Et on a la femme qui se met dans un parc pour la même chose. Le problème social présentement, c'est que la majorité des personnes transitives ne sont pas capables encore de faire la nuance entre la jouissance psycho-mentale de l'ordre physique. L'homme, il s'assoit, il regarde des enfants, puis il trouve ça extraordinaire, il trouve ça beau. Il regarde les ronds de forme, leur esthétique, il les regarde aller, il les regarde sauter, il les regarde rire, et il s'en abreuve. C'est une sexualité honnête. Le problème présentement dans une ère de transition, c'est que la programmation psychobiologique. Le gars s'en abreuve, puis lentement, il y aura des problèmes physiques. Et s'il n'est pas suffisamment capable d'être honnête, de se lever, de parler aux enfants, de toucher,
d'être grand frère, d'aller voir ses neveux ou d'avoir lui-même des enfants, s'il n'est pas suffisamment solide, il risque à un moment donné, par amour pour les enfants, sans jamais faire mal, de faire des choses que la loi condamne. Et les enfants qui ont passé par cela disent toujours que la personne était correcte. Hein? Un méchant bandit. La femme va faire la même chose, sauf que la femme n'a pas la même programmation biologico-sexuelle. Donc, elle peut s'abreuver sans avoir le problème. Elle aura le goût d'avoir un enfant, le goût de toucher un enfant, le goût de garder un enfant, mais elle ne violera pas un enfant. Le mâle, lui, est bâti légèrement différemment, ce qui lui crée un problème. S'abreuver énergétiquement, sexuellement, c'est convenable. C'est essentiel, c'est énergétiquement développant, c'est énergétiquement stabilisant, c'est énergétiquement évolutif. Mais faire la nuance et arriver à se programmer pour être capable de regarder un bel esthétique qui, au niveau de l'onde de forme, nous nourrit, sans laisser la programmation archétypale, la vieille programmation, toujours nous obliger à finir dans le lit. L'homme regarde une émission de télévision ou un film où il y a des femmes ou des hommes ou des choses comme ça. Bon, il y a un documentaire sur un camp naturiste. Le gars va avoir des problèmes après. Pas la femme peut dire, hey, on devrait y aller. C'est fou. Si je bandais à journée longue. Le gars a des problèmes. Parce que ce n'est pas honnête. En érection en journée longue. Sur en érection en journée longue, on s'en servira comme corde à linge, on fait quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il y a des pilules qui se vendent pour ça. Bon. Parce qu'il y a des problèmes psychologiques. S'abreuver à un nombre de formes, s'abreuver au contact, s'abreuver au toucher. C'est correct. Il y a le masseur que ça ne paraît pas, puis il y a celui qui va. J'ai l'impression que c'est un homo. Ou que c'est ou une chose. Mais s'abreuve, c'est correct. Puis toi, relaxe donc, puis abreuve-toi donc de ce que tu ressens. C'est correct. C'est honnête. Mais ça, il y a une nuance majeure. L'homme et la femme font une relation sexuelle. Habituellement, ils se déshabillent. Bon. Je ne peux pas dire des amis, je ne peux pas vous garantir, mais habituellement. Certains éteignent la lumière avant, d'autres éteignent pendant, d'autres éteignent après, puis bon. Qu'est-ce qui est bon de la relation sexuelle? L'extase hormonale, à la fin, qui dure à peine une seconde. Et toute la relation, si on arrive à centrer son énergie ou son attention sur ce que, énergétiquement, le corps ressent au complet, quand deux corps se touchent, pas besoin d'avoir de relation sexuelle, c'est de la sexualité, mais évolutive. Quand deux corps se touchent, quand deux corps se massent, quand deux corps font juste se coucher l'un à côté de l'autre, puis dorment, parlent, quand deux corps marchent côte à côte, acceptent de vivre une vie honnête. Certains mâles, certaines femelles auront encore leur maudite programmation archétypale qui les oblige à l'instant où ils se sentent bien corporellement, psychologiquement, en harmonie, en extase, à être programmés à devoir passer par la biologie. C'est un problème. Il ne faut pas se culpabiliser, il faut l'observer. Présentement, ceux qui sont bâtis comme ça se change génétiquement, c'est-à-dire qu'à la longue, ça s'en va. La personne, l'homme, par exemple, c'est plus frappant chez l'homme, la femme, elle aura le même problème, ça paraît moins. L'homme qui est en érection, le moins avec un coup de vent, ça paraît plus que la femme. La femme aussi, elle a des stimulations biologiques, ça paraît moins. À un moment donné, il y a beau vanter, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que génétiquement et psychologiquement, au niveau de la programmation, il y a des choses qui se changent. Ça ne changera pas dedans les culottes. Ça change dehors. C'est long. C'est la même chose de la sexualité de l'homme nouveau. Ce n'est pas une sexualité sale. Je pourrais même dire que la sexualité de l'homme ancien, si on veut péjorativer les choses, elle est plutôt sale. Pourquoi? C'est comme de dire, Dieu créa l'homme à son image. On a tellement honte de Dieu qu'on se cache. Bon. La sexualité, ben, c'est pas si mauvais que ça, hein? Tout le monde en fait. Tout le monde le cache. Pendant longtemps, c'était tabou d'en parler.
Depuis quelques années, on en parle. On en parle, savez-vous comment? On en parle en se défoulant. C'est pas plus équilibré. Une face cochonne, sexuelle, t'as pas besoin d'être drôle. Du mec qui a 3 ou 4 cossins sexuels là-dedans, c'est drôle. On rit. C'est tout. Il y avait un frère à poil couché dans un jardin. Il y a une sœur qui cueillait des champignons. Et voilà. C'est drôle. Oui? Honnête, énergétique, accepter. Entrer et pénétrer et accepter l'autre dans son énergie vitale. Ça veut dire quoi son énergie vitale? Accepter d'avoir une union, temporaire ou non, avec un individu ou plusieurs individus, donc j'inclus peut-être des enfants, dans une relation honnête d'harmonie. Je prends ma douche, il faut que je sorte. Je cherche la serviette, ma femme ou ma fille ou mon gars sont dans la maison. À un moment donné, ça devient... On est pressé, les 4 à prendre la douche. C'est un après l'autre. La douche est petite, parfait. Je parlais à un moment donné d'une relation. Savez-vous qu'est-ce qui peut empêcher les chicanes d'une famille? Demandez-le aux enfants, vous allez voir, pas ceux de 14-15 ans, c'est oublié. Au tard, moi, Dieu. Si on aurait un grand bain familial où tout le monde peut rentrer, vous verrez comment il va y avoir des souris vont apparaître sur le visage de certains enfants. Puis les adultes qui n'ont pas compris vont dire « Ah ouais, c'est parce qu'ils veulent nous voir. » La première fois, moi, que j'ai vu un chien quand j'étais jeune, j'ai découvert qu'il n'était pas bien. Savez-vous que les chiens, à force d'en voir, on ne peut pas mettre dans l'air sans ville, ça ne peut pas traumatiser personne. Hein? J'ai remarqué une autre chose à un moment donné aussi, c'est qu'en campagne, les relations sexuelles entre les animaux, c'était plutôt fréquent devant tout le monde. C'est bien dur d'aller dire, ouais, les talons, de ne pas sauter sur le jugement, de dire, etc. Bien que les poules, c'est bon. Et puis, j'ai découvert aussi que mes cousins, cousines, c'est bien les choses qui avaient moins un problème. Il y avait le tabou parce que c'était plus religieux. C'était original de voir ça. T'amènes un citadin, là, puis là, il voit un bœuf grimper une vache. Puis là, il est tout. Puis l'autre, qui est bien, bien religieux à l'époque. C'est pas. Ah oui, mais vous devriez cacher vos animaux. Mais quoi? Comment veux-tu connaître les veaux? Bien religieux, bien ceci, bien cela. Et c'est quoi? Comment veux-tu connaître des veaux? On fait de l'élevage. C'est ça. Ça part d'insémination artificielle, ça part, ça connaît tout ça au complet. Quand il s'agit de l'homme, c'est honnête. Continue l'application originale, je suis sûr. Bon. Dans notre évolution, on dirait, d'après ce que j'ai entendu, on dirait que pour l'homme nouveau, la relation sexuelle va être uniquement pour la procréation. La relation organique sera pour la programmation ou bien pour communiquer quelque chose qui ne peut se faire que par là. Le reste de la relation sexuelle chez l'homme nouveau sera énergétique. Donc, il n'aura pas besoin de passer par l'acte complet sexuel. Et ça, ce ne sera pas souffrant, il n'en aura pas besoin. La sexualité, elle permet l'évolution pour ceci. L'homme a un condensateur. Un condensateur au niveau de l'électronique, c'est un petit réservoir qui fait que lorsque l'électricité passe dedans, elle le remplit. Lorsqu'il est plein, il n'en prend plus. À un moment donné, l'électricité va ailleurs, et lorsqu'il manque de courant, un tout petit peu, le condensateur se vide pour conserver une harmonie. Les testicules chez l'homme servent à ça. Quand le condensateur est toujours vidé, l'homme a de la misère à se brancher quelque part. La femme vit aussi le même genre de phénomène lorsqu'elle a des relations continuelles avec l'homme. Elle se fait drainer en énergie. Ce qui fait qu'elle a de la difficulté à suivre une évolution harmonieusement stable. Lorsque l'homme nouveau, lorsque la femme nouvelle, les personnes transitives, arrivent à vivre quelque chose dans le genre, ils vont se rendre compte qu'ils ont une stabilité psychologique à la condition qu'ils puissent continuer la sexualité énergétique. Il n'y a pas de relation, ayez des contacts, promenez-vous, il y a des choses. La première question. J'ai vu le film Cocoon. En cela, la sexualité énergétique.
J'ai vu le film Cocoon, est-ce là la sexualité énergétique? Bon, alors, dans le film, c'est un film où des extraterrestres reviennent chercher des cocons dans le fond de l'océan Pacifique. Ils ont une piscine qu'ils vont remplir d'énergie vitale et il y a des personnes âgées, une résidence à côté qui découvrent ça et lorsque la gang vient plonger dedans, ils puissent l'énergie vitale, les cocons meurent. Bon. À l'intérieur du film, bon, effectivement, il y a un extraterrestre, une femme, enfin, elle a pris le corps d'une femme, qui décide d'avoir une relation sexuelle avec un homme, un humain planétaire. Ils sont les deux dans la piscine, la fille, elle se déshabille, elle descend dans la piscine, le gars vient pour approcher, la fille lui dit non, bouge pas. Le gars, une réaction humaine, il dit hein? Puis effectivement, à un moment donné, il y a énormément d'énergie vitale qui sort de la fille, ça se promène un peu partout, ça tombe sur le gars. Puis le gars, il répond « Waouh! » Pas de relation sexuelle, mais vous savez, la sexualité nouvelle, lorsqu'elle est bien appliquée, lorsqu'on arrive à la faire honnêtement, simplement. Sûr, il y a des jeunes, à un moment donné, qui trouvent « Ah, moi, je suis bon. » Non, quand on ne connaît pas mieux, on se contente de peu. Est-ce que l'alcoolisme est dans la racine à la naissance? Bon, si l'alcoolisme, ça peut être transmis génétiquement. Il y a énormément de programmations psychologiques qui sont transmises par les gènes et cela attire au niveau des personnalités réincarnatives des phénomènes qui vont être capables de vivre dans ce genre de corps. Lorsqu'un corps physique est facilement altérable et facilement drogable par de l'alcool, nécessairement, la personne, on peut dire qu'elle est prédisposée génétiquement et nécessairement, elle risque de supporter des personnalités réincarnatives qui vont la mener à boire. L'alcoolisme peut être acquis, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de prépondérance génétique à être alcoolique peut lentement engendrer une cellularisation de cet attachement à l'alcool et lentement, elle devient alcoolique, elle n'a plus le choix, le corps en aura besoin parce que le corps ne fonctionnera pas convenablement ou la psychologie ne sera pas capable de supporter une conscience plus lucide, entraînant continuellement l'alcoolique à boire. Même si c'est transmis d'une certaine façon par le milieu, par la famille, par l'habitude de vie, même si c'est transmis par la génétique en termes de prépondérance à devenir alcoolique, ça se soigne, ça se guérit, ça se transforme. Il y a différents moyens pour guérir l'alcoolisme. J'en parlerai pas là dans la période de questions, mais une chose certaine en résumé, c'est que si on est capable de faire en sorte que la psychologie puisse être supportée par quelque chose d'autre, une philosophie, une religion, une raison intelligente, l'alcoolique peut arriver à s'en sortir. Il passera par une phase de transition appelée sevrage, qui sera de toute façon pénible parce qu'une vieille mémoire souffre toujours lorsqu'on la brise. L'alcoolique finit par être handicapé par la mémoire, c'est-à-dire la répétition habituelle ou incessée d'une habitude, et lorsqu'il veut se changer, il y a des problèmes. On ne parle pas de ceux qui boivent, on parle de ceux qui sont alcooliques. C'est différent. Il y a des alcooliques qui ne boivent pas, qui sont rares. Il y a des alcooliques qui prennent un verre par jour seulement, qui ne sont jamais sous, mais ils ne pourront pas vivre heureux sans leur verre. Ce sont des alcooliques. Il y a l'alcoolique ivrogne, qui lui ne peut pas vivre heureux sans sa gagne. Mais c'est quand même un problème assez dramatique. L'alcoolique supporte une partie du karma collectif, ce qui permet à ceux qui ne boivent pas de vivre heureux. J'en ai déjà parlé dans l'évolution des handicapés, mais ça se soigne, ça se guérit, ça se transforme. Ici, j'ai deux questions. Pourquoi l'homme nouveau ne sourit pas? Bonne question. C'est bien. Que penses-tu de Dieu? Ah, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est une bonne question. La personne qui me posait la question sur le sourire, c'est que tout à l'heure, elle a dit, tu fais des farces, mais tu n'as pas l'air à les rire. C'est peut-être parce que tu les connais d'avance. Non, je ne les connais pas d'avance, parce que sinon, je pleurerais. C'est bien de dire que tu pousses une farce, tu la connais d'avance. Par contre, je n'ai pas besoin de rire, je suis capable de rire avec vous sans nécessairement laisser le corps physique prendre le dessus. Pour la simple raison qu'en conférence, parce que le corps physique prend le dessus, ça m'est arrivé une fois ou deux où là, ça lâche pas, les farces étaient drôlement bonnes. Et puis à un moment donné, c'est dur de reprendre le fil. Mais faites-moi confiance, l'homme nouveau, il rit en masse. J'ai fait une conférence sur l'humour dans l'évolution. Je ne sais pas qui était ici, mais les Kleenex manquaient, le monde pleurait à force de rire.
Et c'était une invention de mon cru, mais ce cru absolument génial. J'avais une petite vache dans un pot de fleurs pour m'aider. Mais non, l'homme nouveau, il rit en masse. Sauf que pour faire passer un message convenablement lorsque c'est quelque chose d'utile, d'important, c'est préférable de mettre de l'énergie qui n'est pas trop riante. Vous pouvez rire, vous, pendant que vous riez sur vos collages. C'est intéressant. PS, bon, après en avoir... Que pensez-vous de Dieu? Non, oui, c'est ça. Dieu, c'est une bonne chose. S'il n'aurait pas été là, j'aurais participé à sa création. C'est une bonne chose. Dieu est créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et après que l'homme ait commis plusieurs conneries dans son monde évolutif, il a remis ces choses entre les mains de Dieu. On dit dans la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Et on dit dans l'homme, Dieu est dans le ciel. On fait référence à un Dieu créé par l'homme. Parce que l'on parle d'un Dieu créationneur, complet, total, engendrant l'univers, en même temps le temps et l'espace, on ne parle pas du Dieu qui est prié par l'homme. On demande à Dieu une chose, parce que Dieu n'est pas assez lucide pour savoir qu'on en a besoin. Ce Dieu est une création de l'homme. Il est dans le monde de la mort, dans le ciel. Il a besoin d'être nourri. J'ai fait énormément de conférences sur ce phénomène. Il y a eu des dieux, monothéisés par un homme, entre autres, Abraham, Moïse, et par d'autres avatars qui sont passés dans d'autres territoires, dans d'autres formes de pluralisme religieux. Lentement, les dieux mauvais des Romains, par exemple, sont morts. Lorsqu'un être humain maudissait le dieu romain, il était presque à coup sûr un homme mort. Lentement, les chrétiens sont morts dans l'arène de Rome, dans différentes arènes, et les chrétiens mourant au nom de leur Dieu ont nourri un nouvel égrégore, l'égrégore divin, connu sous le nom de Dieu, parce qu'on a d'autres formes d'égrégores connus sous le nom de Yahvé, Jéhovah, Manitou, Allah, Krishna, Rama et d'autres. Lorsque le Dieu chrétien a eu suffisamment de disciples et de fidèles, il a pu être nourri par la prière et l'émotion, par ceux qui donnaient leur vie pour leur Dieu, et il est devenu suffisamment puissant pour commencer à entrer en guerre contre le Dieu romain. Ce Dieu, lorsque les Romains ont commencé à se convertir, n'avait plus la puissance de punir les Romains, et lentement, après quelques 1000 ans, ce Dieu romain est mort. Les dieux ne sont pas immortels, ils ont besoin de l'homme pour vivre, parce qu'ils se nourrissent de l'énergie émotive, de l'énergie spirituelle de l'homme, et sans cette énergie spirituelle, ils meurent. C'est pourquoi il demande à tous les fidèles d'aller et de prêcher, convertissez et amenez des gens. Plus il y aura de monde pour me prier, plus je serai puissant pour vous servir. Le Nazaréen, lorsqu'il traverse le monde évolutif de l'homme, laisse une prière. Mon Père qui est dans les cieux. On ne fait pas référence au ciel, le monde de la mort, mais aux cieux. Et le Nazaréen termine son enseignement très secret, très occulte, avec le mot Amen, qui, je le répète, veut dire Amen. Cela veut dire ainsi soit-il, donc qu'il en soit ainsi, c'est un ordre. L'homme est quelque chose de supérieur. Il est omnibulé, occulté. Il oublie des choses. Il y a des raisons à cela. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler. L'un des moyens les plus efficaces pour que l'homme arrive à se réveiller, c'est l'auto-exorcisme. C'est-à-dire, brasser un peu la marde du monde de la mort pour arriver à se laisser un break. C'est-à-dire, engendrer un peu une colère mentale de façon à ce qu'on nous laisse en paix. C'est-à-dire, être capable de supporter plus longtemps notre savoir. À un moment donné, l'humain voit clair, il ne voit plus rien. On a des journées où ça marche, puis on s'écrase. On a beau parler d'un Dieu brillant et intelligent, mais il y a beaucoup d'individus sur la planète ici que s'il serait à la place du Créateur, il ferait mieux que lui. Parce que ce que nous appelons Créateur n'est pas ce qui nous a créés. Ce qui a créé l'homme, en termes d'entité énergétique, est un phénomène de lumière, c'est-à-dire un porteur d'esprit, c'est-à-dire un porteur d'énergie supramentale, qui porte un nom ésotérique de Lucifer. Lui a engendré l'être humain sur la planète Terre. Le phénomène divin que l'être humain pris est un phénomène archétypal qui est la mémoire, la mémoire dans un miroir réfléchi de ce qu'est l'homme avant de devenir terrestrifié. Il y a une raison utile à l'homme, j'en ai parlé souvent, dans le rôle cosmique de l'homme entre autres. Il y a une raison à l'homme. La création est un accident. L'homme est intentionnel. Le rôle de l'homme est de bloquer l'expansion évolutive de l'univers.
Le rôle de l'homme est de faire en sorte que tout retourne vers son point source. Et l'homme ne finit pas là. L'homme est quelque chose d'autre à l'extérieur de cette création, sauf que l'homme dans la création devient assujetti au temps et à l'espace. Assujetti au temps et à l'espace, il devient assujetti à la densification. Et lorsqu'il se densifie, disons qu'il se refroidit, et se refroidissant, il oublie. Le rôle de l'homme présentement, le rôle de l'humain planétaire est d'évoluer, c'est-à-dire de se réchauffer, c'est-à-dire d'accumuler de l'énergie sur de l'énergie. Pourquoi la sexualité de l'évolution devient intéressante? Accumulant de l'énergie, il finit par bloquer l'énergie qui descend à un niveau plus haut. On peut dire que Dieu s'arrête au niveau de l'oreille de l'homme. Plus l'homme est bas, plus l'énergie devient absurde au niveau de l'homme. Plus l'homme est haut, plus l'énergie peut être captée par l'homme plus haut. Et l'homme voit plus, l'homme sait plus, l'homme conscientise mieux. Alors, quand on parle des phénomènes de Dieu, il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu qui dit à l'homme de tuer sa femme. Il y a le Dieu qui dit au peuple d'entrer en guerre contre les infidèles. Il y a le Dieu qui manie facilement la politique à la théologie. Il y a le Dieu qui maudit, qui culpabilise l'humain. Il y a le Dieu qui dit qu'il va détruire. Et il y a le Dieu qui, pour ramasser ceux qui sont contre, il leur dit, je vais vous sauver. L'homme doit se prendre en main. On dit dans la Bible, faites les premiers pas et le ciel fera le reste. Ce n'est pas le ciel, c'est les cieux. C'est-à-dire que c'est l'énergie extra-céleste, c'est-à-dire que c'est l'énergie supramentale dans son plus bas fond, c'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit pur non coloré par l'émotion de l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'être humain est désacheté du monde de la mort, lorsque l'être humain entre en contact avec son double éthérique par son ajusteur de pensée, l'être humain n'est plus assujetti au ciel, le monde de la mort, là où vont l'homme, là où vont les humains à leur mort. Il y a deux morts. Il y a la mort du corps physique, il y a la mort dans le monde de la mort. L'être humain qui finalise la construction de son double éthérique par la négoïsation. J'en ai parlé dans d'autres conférences et on va y revenir. Une chose certaine, c'est que l'auto-exorcisme, on va parler de l'exorcisme la semaine prochaine, les mécanismes de l'exorcisme. On va parler de l'auto-exorcisme. Comment arriver? Vous savez que l'être humain, il voit clair, ça marche. Puis à un moment donné, il voit plus clair, ça marche plus. Ou encore, il sait qu'il n'est pas capable de faire autrement que de se faire avoir. L'auto-exorcisme, c'est pas d'aller voir un prêtre, mais c'est de s'arranger pour transformer les vibrations qui ne vont plus avec nous. Il y a des phénomènes réincarnationnels qui n'ont plus d'affaires chez nous. On doit, en termes québécois, les dehors. Sauf que l'homme s'identifie à tout ce qu'il est. Il veut la paix. À un moment donné, il commence à être colérique, quelque chose qui va pas, il casse quelque chose. Là, il se dit, comment ça se fait que j'ai fait ça? Il n'a pas fait ça. Quelque chose chez lui a pris possession de ses capacités d'expression, il l'a fait. Alors l'humain dit, oui, mais j'arrive pas à me contrôler. Bout de plug, tu te contrôles. C'est l'autre chose que tu contrôles pas. Le phénomène divin est important. Lorsqu'un prêtre vient exorciser un individu, il le possède. La possession antérieure était luciférienne, satanique ou démoniaque. La nouvelle possession est divine. Celui qui est exorcisé se voue à Dieu. Il est possédé par ce genre de divinité. Qu'est-ce que je parle de Dieu? Très intéressant. Ça permet à l'homme d'entrer en contact avec lui-même, mais au lieu d'entrer en contact avec l'instantanéité de sa présence sur le plan planétaire, il entre en contact avec une valeur psycho-émotive de ce qu'il est. Et cette chose, il la vénère, l'adore et l'appelle Dieu. Dans le monde de la mort. Prier, ça sert à quelque chose? On en a déjà parlé. Mais il faut avoir les clés. Et il faut aussi finir en ordonnant qu'il en soit ainsi. Si on attend que les dieux se plient aux demandes de l'homme, ça va être long. Lorsqu'à un moment donné, on menace, lorsqu'on fait du chantage auprès des dieux, je vais monter l'oratoire à genoux et m'esquinter les genoux si tu ne guéris pas. Si le Dieu souffre de te voir faire, il va te guérir. Si le Dieu se nourrit de te voir faire, il va pas que t'en montes des marches. Les dieux, ça fonctionne, ça permet, je le répète, à l'humain, qui n'est pas encore conscient de sa valeur planétaire, de sa valeur cosmique, de supporter son ignorance parce qu'il reste relié à un archétype cosmique, un Dieu qui a ou qui voit de l'importance dans l'homme. Ça lui permet de vivre. À un moment donné, lorsque l'homme intelligencie le phénomène des dieux planétaires, il se révolte, il se rébelle, il a peur des sectes, il a peur des religions, il a peur des théologies. C'est parce qu'il n'est pas encore capable de supporter sa vision. Il est quelque chose. Il est la solution des dieux. Mais à un moment donné, il devra y changer. On va y revenir. L'auto-exorcisme, c'est un phénomène de libération qui nous permet d'arriver à comprendre un peu plus la mécanicité des forces célestes
pour arriver à entrevoir la mécanicité et la puissance des cieux. C'est autre chose que le ciel. Le ciel, c'est la mémoire. Le monde de la mort, c'est les archétypes, c'est les annales akashiques, c'est notre atmosphère. Les cieux, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'homme. Tout ce qui ne peut pas être coloré par le désir ou l'émotion de l'homme. La journée où j'ai annoncé que Dieu était noir, j'ai frustré des blancs. Parce que la perception de Dieu que l'homme a est colorée par l'émotion de l'homme. Dans le monde des cieux, dont le premier palier, le plus bas, est l'énergie supramentale, l'intelligence active, l'esprit de l'homme, ce n'est pas coloré par l'homme. Parce que l'homme s'abreuve là, il voit ce qui est. Et s'il n'est pas content, le contact est coupé. Il n'y a pas de marchandage entre la réalité et l'illusion. Dans le monde de la mort, dans le ciel, avec les dieux conventions normales de l'homme conventionnel, il y a du marchandage. Si j'ai ceci, je te promets de faire un don à telle affaire. Et c'est correct de marchander, parce que ce phénomène céleste marche par le marchandage. C'est correct, c'est convenable. Le Nazaréen finit bien avec « qu'il en soit ainsi ». Et qu'il en soit ainsi est un ordre. Demandez et faites comme si vous l'avez reçu. Demandez et utilisez-le. Il sera bien obligé de vous le donner, parce qu'il est assujetti au désir et à la volonté de l'homme. Demandez et faites comme si vous l'aviez reçu. Ça. Comment se fait-il que mon homme ne bande pas? Bon. Il peut y avoir énormément de facteurs et de raisons. Premièrement, est-il en mutation? Il peut y avoir de gros problèmes. Deuxièmement, ou premièrement, on pourrait même aller avant, disons que zéroment, avant premièrement, il peut y avoir aussi un problème psychologique ou un problème biologique. Souvent, cela de l'impuissance. Vous savez que Maxime, le terme, il est impuissant. Ouais? Je m'en dis donc de me donner un point en face, on voit c'est impuissant. Mais c'est l'idée pareille de médiocriser le terme. Je ne pense pas qu'on le fait encore aujourd'hui, mais le terme impuissance, franchement, il est impuissant parce qu'il y a un bout de peau qui ne bouge pas. Tout le reste marche, le gars, il est impuissant. Belle valeur qu'on a encore dans la société. Enfin, de l'homme. Impuissant. Ça peut être biologique, ça peut être psychologique, ça peut être mutatoire. La question est trop vague, mais on doit chercher au niveau biologique, au niveau psychologique. Puis l'humain, le mâle, qui n'a pas d'érection, il n'est pas normal. Mais il est naturel, il est comme lui. Il devrait se foutre royalement d'avoir ou de ne pas avoir. Ça peut créer des problèmes parce qu'il veut être normal, parce qu'il se sent carcanisé dans la collectivité. J'ai déjà eu dans mon séminaire une personne qui souffrait de ne pas souffrir. Mais moi, il ne m'arrive jamais rien. Tu sais, il arrive ça, puis ça me dérange pas, j'arrange ça. Tu sais, puis à un moment donné, ben, quand je suis chez moi, là, je me pose des maudites questions. C'est ça, tu es en train de souffrir, de ne pas souffrir. C'est mieux que tout le monde s'embrouille. Mais il y a souvent des humains qui vivent ce genre de choses. Pourquoi son homme ne bande pas? Quand regarde son homme, il y a 3 possibilités, biologiques, psychologiques, mutatoires. Il va y avoir un mélange, mais finalement, pour être un être humain, on n'a pas besoin nécessairement de bande. On a encore te poignet un peu d'eau. Fais comme si tu l'avais reçu. Et serre-toi toi-même. Ça marche. Quel est le phénomène de l'enfant autistique? Bon, l'enfant autistique est un enfant qui vit dans son monde à lui. C'est un enfant qui est fermé sur le monde extérieur. C'est un enfant qui vit dans ses propres sphères. L'enfant autistique est quelque chose qui ne peut pas être guéri présentement par la psychiatrie conventionnelle pour la simple raison qu'elle ne connaît pas encore le phénomène du monde de la mort. Elle ne sait pas encore que l'humain se réincarne pluralitairement. Et l'enfant autistique est plugué carrément au monde de la mort, c'est-à-dire que il y a chez lui une ou plusieurs réincarnations qui ont refusé la réincarnation, c'est-à-dire qu'il reste assujetti au monde de la mort, donc il est capable de vivre pleinement dans un monde qui ne dépend pas de la matière ou de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a un canal complètement ouvert entre lui, sa psychologie exprimative et le monde de la mort. Donc c'est un être humain qui n'est pas venu au monde, c'est un être humain qui n'est pas né. C'est un corps physique plugué à quelque chose qui doit l'animer. Et cette chose qui doit l'animer, ou une ou des parties de ces choses, n'ont pas accepté l'expression par le corps physique. Donc, ils restent plugués, un pied dans le monde de la mort, un pied dans le monde de la vie. Ils ont refusé leur réincarnation, ou une partie l'a refusé. L'enfant autistique ne peut être guéri que par l'exorcisme, c'est-à-dire par la coupure totale entre le plan biologique et le monde de la mort. Il y a des personnes au Québec, il y en a 2 qui pourraient faire ce job.
Présentement, ce n'est pas intéressant pour eux qu'ils le fassent parce qu'énergétiquement, ils ne sont pas encore en condition pour ne pas subir de contre-choc de ce genre de phénomène. L'enfant autistique est exceptionnel, il est extraordinaire, mais il est tellement en avant-garde sur son temps qu'il refuse la réincarnation dans les temps actuels, même si la génétique biologique permet le support de ces personnalités réincarnatives. Donc, présentement, les médicaments, l'affection, le ceci ou le cela, ce n'est pas suffisant pour guérir un enfant autistique convenablement. De temps en temps, on aura des résultats parce qu'il y aura des coupures avec le monde de la mort, c'est-à-dire que ce qui refuse la réincarnation sera banni et ce qui est déjà réincarné sera l'expression. L'enfant autistique est un enfant, un être humain qui a un contact médiumnique total avec le monde de la mort, un contact médiumnique qui n'est pas émotif, c'est-à-dire qui ne ressemble pas nécessairement à ce que le médium voudra rechercher. Il a un contact avec le monde de la mort, un contact médiumnique total, qui l'oblige à vivre dans le monde de la mort à partir d'un corps physique vivant. Et ça ne se guérit pas comme ça. C'est pourquoi la psychiatrie et les parents ont tant de problèmes avec les enfants autistiques. On les envoie dans des asiles, on ne peut pas faire grand-chose pour eux pour l'instant. À un moment donné, d'ici quelques années, il y a des choses qui vont changer. C'est humainement dramatique. Ici, j'ai 2 questions. Comment puis-je arriver à occuper mon espace vital davantage, à devenir plus honnête? Deuxième question. Une à la fois. Comment devenir plus honnête dans son espace vital? La première chose que l'humain doit savoir, c'est qu'il doit accepter de se respecter. Accepter de se respecter, ça veut dire devenir un humain debout. Ça veut dire ne plus être un être rampant qui demande l'accréditation d'autrui. On n'a pas besoin pour être soi l'autorisation des autres. Surtout de ceux qui ne sont même pas eux-mêmes, parce qu'ils attendent notre autorisation. Se respecter veut dire que lorsque l'on a une idée, on est capable de la défendre. Si on voit qu'on a tort, on l'accepte. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne doit pas changer d'opinion, parce que la masse ou l'autre a une plus grande gueule. Cela veut dire qu'on doit accepter d'exprimer l'intelligence. Et ça, c'est tough et dur. L'être humain est programmé d'une façon assez originale. Il exprime la mémoire, il exprime l'émotion et il exprime souvent l'illogisme. Le témoin de Jéhovah, je ne parle pas contre, mais il va dire, on vient au monde avec ceci, on doit retourner vers Dieu avec les mêmes parties. Et moi, je peux rajouter, on vient au monde sans vêtements. Et là, on va rentrer d'autres choses. Dieu a demandé qu'on se cache pour ceci ou pour cela. L'homme a découvert un jour qu'il était nu dans le jardin d'Éden. Il a découvert qu'il était nu parce qu'il devenait con. Pas parce qu'il comprenait les choses. Le Seigneur a découvert le problème de l'arbre de la connaissance. Dans la Bible, lorsque Marie connaît machin, elle a 2 enfants. Quand on parle de la connaissance, on parle de la relation sexuelle. Abraham connut un tel et enfanta et engendra ceci et cela. Voilà, connaître. Dans la Bible. Lorsque l'être humain découvre qu'il est nu, c'est qu'il se rend compte, c'est qu'on doit l'obliger à trouver honteux une possibilité de se perdre en termes d'énergie. Voilà, c'est ce que connaître. Ah, j'ai dit con, c'est que tu m'as payé. Lorsque on veut devenir honnête, on doit arriver à se respecter et à se supporter. Celui qui a un bouton, faut-tu nécessairement qu'il ait à faire une chirurgie plastique? Qui mette de l'énergie vivante, vitale, monétaire, de son temps, pour le faire ôter, de façon à ce que lorsqu'il va être mort, il y ait un morceau de moins qui pourrit. Ça vaut-tu la peine? La personne ne se respecte pas, elle ne se supporte pas. Dernièrement, je parlais avec un de mes amis qui est médecin, qui est presque totalement chauve. Il est venu parler des perruques. Il dit, si tu es le gars qui a une perruque, ça paraît toujours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut pas que ça paraisse. C'est encore plus drôle. Il est plus petit que moi, puis il s'en va toute chose. Et c'est ça. Se respecter. L'être humain a appris à cacher des parties de lui-même, et pas juste des parties corporelles, des parties psychologiques de lui-même. Il se maquille, il se déguise, il se décore. Il y a un maquillage intelligent. Celui qui dégage un nombre de formes qui peut être dégusté par l'extérieur. L'esthétique. Mais il faut faire attention avec l'esthétique. Il y a une esthétique qui est absolument inesthétique. Et il y a une esthétique qui est esthétique. Mais lorsqu'on se maquille pour être plus naturel, on se trompe.
Naturel, c'est sans maquillage. Par contre, lorsqu'on se maquille pour un nombre de formes, pour un esthétique, pour un ceci ou pour un cela, pour se plaire, réellement, oui. Plaire aux autres, non. On ne se respecte pas. Lorsque l'individu arrive à être capable de se supporter psychologiquement, acceptez-vous d'être anormal parce que vous êtes vous autres. On devient honnête. Et vivre une sexualité honnête, à partir de ce point-là, devient facile. Ça devient facile, facile, facile. On peut découvrir à un moment donné que plus on a de relations intimes avec une personne, moins c'est gênant d'être nu. On devient honnête. Une relation intime et honnête. Ça peut avoir. D'autres questions? Comment se fait le cheminement du désir dans mes cellules? Biologiquement, lorsque l'être humain a été sexué, il y a de cela un peu plus longtemps que ça, lorsque l'être humain a été sexué, il n'avait plus la conscience de comprendre l'obligation d'avoir une relation sexuelle pour enfanter. Il y a eu un temps où l'être humain n'avait ni bras ni jambes, où il flottait dans l'atmosphère qui n'était pas encore claire comme la nôtre. Elle était tellement dense qu'il n'y avait pas d'eau sur la planète, l'eau était dans l'atmosphère. Lorsque la Terre s'est refroidie, l'eau est tombée. On parle du premier déluge. Il y en aura 7 en quelques jours, et c'est à l'époque où Noé quitte les îles Galapagos, c'est son laboratoire, pour se ramasser sur le mont Ararat en Turquie. Lorsque cet animalcule en lémurie, qui vit, qui ressemble à l'amibe, relativement grand, il est pluricellularisé, mais depuis pas longtemps, depuis seulement quelques millions d'années. Lorsqu'il est pluricellularisé, il se divise toujours par hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il n'a pas à penser, à un moment donné, il a un enfant qu'il libère et l'enfant est viable. Pourquoi? Parce que la structure de la vie à l'époque n'est pas aussi compliquée que la nôtre. Il est viable dès la naissance, on l'oublie. Lorsqu'à un moment donné, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale de l'être, doit se diviser en 2 parties, l'une qui ira créer le centre laryngé engendrant la parole chez l'homme, l'autre qui développera les hémisphères cérébraux engendrant la possibilité d'exprimer de la pensée ou un contact par la parole. L'être humain n'a plus suffisamment d'énergie pour se procréer lui-même. Alors, il devient programmé sexuellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la conscience de comprendre que maintenant, il faudra un autre pour se reproduire. Parce que 50% des énergies mises ensemble créent un enfant. Alors qu'avant, il y en avait des enfants, on se cassait pas la tête. Il n'y a pas de tête à l'époque, mais on se cassait pas les cellules en haut. Lorsque l'être humain est devenu sexué, il n'avait pas la conscience de comprendre. L'intelligence chez l'homme n'était pas suffisamment refroidie, on était en train de créer l'archétype pour engendrer le phénomène matériel qui deviendrait suffisamment dense pour être le premier véhicule créationnel dans la création, qui un jour, en augmentant palier sur palier son credo d'énergie, recevrait le contact avec l'esprit en restant dans la matière. La première forme matérielle qui deviendrait de l'intelligence, c'est l'homme. Lorsque cela se fait, l'homme n'a pas suffisamment de puissance pour comprendre l'animalcule humain et dans sa procréation génétique va être engendré un phénomène hormonal qui va, comme chez les animaux qui n'ont pas la conscience de la reproduction, qui va obliger les deux sexes hormonalement à vivre un attrait l'un pour l'autre lorsque des conditions telluriques viendront engendrer un déclenchement sexuel chez la femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, telluriquement, la femme, elle vit des choses, exactement comme le cycle lunaire peut perturber ou aider certaines choses. La femme le vit, à l'époque, parlons de femelle, et elle réagit, elle sécrète des hormones qui dégagent des odeurs, avertissant le mâle, avertissant pas le mâle, il y a encore un mâle sur elle est fécondable. Au fur et à mesure de l'évolution de la race humaine, l'intelligence s'imprimant de plus en plus à travers les véhicules denses de l'homme finit par concevoir autre chose que la reproduction. Par contre, il reste génétiquement assujetti à un corps programmé pour la reproduction, habité par un être humain qui ne comprend pas l'intelligence de la sexualité. Alors, celui qui, à un moment donné, vit mentalement le phénomène de l'énergie sexuelle ou de la sexualité énergétique, reste quand même assujetti à la programmation endocrinienne, génétique ou instinctive du corps, ce qui va changer dans les... Oui. Alors l'homme, la femme voit quelque chose. Cela vient au niveau du cérébral et interprété par une logistique neuronique
amené à l'âme, donc à l'ego, et par la programmation, immédiatement, lui, éjecte dans le corps par le système hypothalamien et endocrinien certaines formes d'hormones qui viennent stimuler le corps. Immédiatement, la stimulation du corps est lue par les sens internes kinesthésiques du corps, et nécessairement, cela vient instruire l'ego, et l'ego découvre que le corps a un désir. Cela stimule l'ego qui restimule l'injection d'hormones, et finalement, on finit par l'éjection d'autres choses. C'est ce qui se passe au niveau cellulaire. C'est dur à supporter pour celui qui, à un moment donné, se dit, mais ma femme, moi, j'ai besoin d'une fois par semaine ou par jour. Ma femme, elle, je sais qu'elle en souffre. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, elle en souffre. Je fais quoi? Je vais dessus au bordel? Je me masturbe dessus? Je fais quoi? Le gars peut voir mentalement la chose puis être pogné hormonalement. Il doit s'arranger pour régler son problème. Et à un moment donné, si l'intelligence est innée, lentement, le corps va changer. Il faut comprendre une chose. La programmation génétique ou biologique ou psychologique ou amique ne change pas du jour au lendemain lorsque l'on comprend une chose. Et ça crée le stress de la transition, la souffrance de la transition. On transite un bout de temps, mais à un moment donné, on cesse de transiter, on aboutit. Est-ce qu'un homme vasectomisé dépense autant d'énergie vitale en faisant l'acte sexuel qu'un homme qui ne l'est pas? L'homme qui a une vasectomie dépense beaucoup moins d'énergie vitale que celui qui n'a pas de vasectomie. Par contre, il y a un problème. Il ne peut pas procréer. Ne pouvant procréer, il devra obliger sa psychologie à comprendre l'importance de la procréation de façon à ce que celle-ci trompe le cerveau par l'émission de certaines formes d'hormones qui sont normalement assujetties à la création spermatozoïdale. Ça se fait bien. Il n'a qu'à travailler avec des enfants. De cette façon-là, le corps, le cerveau ne rejettera pas le corps à un moment donné. Il perd moins d'énergie. La femme en perd toujours énormément dans une relation sexuelle, sauf si elle apprend à recevoir énormément au niveau affectif. Pour ça, elle devra avoir un homme convenable. Mais même si on ne perd pas beaucoup d'énergie, il faut aussi arriver à créer une logistique. L'être humain vasectomisé ne perd pas trop d'énergie dans la relation sexuelle. Il n'en gagne pas autant que celui qui n'a pas de vasectomie. Par contre, il ne doit pas faire en sorte de privilégier le corps physique au détriment de la vraie sexualité. La sexualité énergétique, elle peut amener à l'humain qui vit une extase énergétique dans cette sexualité un désassujettissement total temporaire, une déconnexion complète temporaire avec le monde matériel bas, dense dans lequel il vit. Lorsque tout à l'heure j'ai dit que lorsqu'on ne connaissait pas mieux, on se contentait de peu, imaginez bien que l'extase sexuelle engendrée par le contact physique génétique, enfin génital plutôt, est très petit, très limité, et en densité et en temps. Il est presque instantané, mais très limité. L'homme ne pourra pas supporter, par la sexualité génitale, un contact long avec l'instantanéité. Il en jouit une partie de temps, il en jouit mécaniquement un bout de temps, ça s'estompe rapidement. Il perd tellement d'énergie qu'après la relation sexuelle, il est amorphe. La vraie sexualité amène à l'homme une extase qui est au-delà de ce qu'il vit, avec, étant donné qu'il cumule son énergie sexuelle vitale, la possibilité de le maintenir dans le temps. Et le maintenant dans le temps, il expérimente l'instantanéité au niveau de son ego, ce qui l'amène rapidement à un contact avec son esprit, avec son intelligence, avec lui-même. Et la personne vasectomisée, elle a l'avantage de pouvoir s'amuser un petit peu plus. Mais ce n'est pas nécessairement... C'est sûr, chose certaine, c'est que tout le monde se fait vasectomiser ou a une hystérectomie pour pouvoir avoir des relations sexuelles, ça crée un problème. Ceux qui se l'ont fait faire, c'est pas grave, c'est comme ça. L'homme recherche-t-il une compagne qui est fondamentalement identique à sa mère? Non. Il y a énormément de psychologues et de psychiatres qui recherchaient leur mère ou qui ont travaillé avec des patients qui recherchaient leur mère et qui ont trouvé cela. Vous savez, Freud a découvert que la femme était une salope et une cochonne.
Mais il avait étudié que sa femme, il a décidé que toutes les femmes étaient pareilles. Et c'est un fait. L'homme recherche-t-il une compagne qui est fondamentalement identique à sa mère? Non. Est-ce que la femme recherche nécessairement un père? Non. Par contre, il y a énormément d'humains qui ne sont pas sevrés au niveau affectif. Et eux risquent de rechercher et le père, l'ami, le grand-père, le conseiller et l'enfant, pour la mère, pour la femme, et la mère, l'ami, la petite fille, le ceci, le cela pour l'homme. Mais l'homme recherche fondamentalement sa mère? Non. Non. Il y en a beaucoup parce qu'il n'y a pas de sevrage affectif lors de l'adolescence. Vous savez que l'éducation fait qu'on doit s'ennuyer. C'est l'amour psychologique conditionnel de l'homme, l'amour archaïque de l'homme. On doit s'ennuyer lorsqu'on aime. On doit ceci, on doit cela, ce qui fait que finalement, à l'adolescence, on s'arrange pour ne pas sevrer l'individu. C'est préférable que l'enfant n'ait plus besoin des parents. La mère ours, elle se bat contre son petit. Elle lui donne une maudite volée. Il comprend pas, mais il a peur, il s'en va. Il devient rapidement viable. Sinon, ça va devenir deux ours adultes qui vont se partager le même territoire et nécessairement, il y aura des problèmes. L'homme n'est pas, et la femme non plus souvent, sevrés affectivement au niveau infantile à l'adolescence. C'est un problème. Et ceux-là rechercheront leur mère ou leur père, etc. Mais pas nécessairement exclusivement ça. Il y en a qui le font, mais fondamentalement, non. Ici, j'ai 3 questions. Est-ce que l'homosexualité est écologique? Pour l'homosexuel, l'homosexualité est écologique. Deuxième question. Est-ce que l'homosexuel peut vivre sa sexualité en harmonie avec les forces de la nature? C'est bien plate pour bien du monde, mais l'homosexuel qui n'a pas de relation sexuelle réelle tout le temps peut facilement arriver à exprimer un amour ou une sexualité énergétique. Donc, une sexualité de l'évolution. Ça ne fait pas des enfants forts, mais ça permet une évolution qui peut être aussi convenable que l'hétérosexualité. Est-ce que l'on doit vivre pleinement son homosexualité ou la combattre? Si on combat son homosexualité, c'est qu'il y a un problème chez soi. Soit qu'on n'est pas homosexuel et qu'on soit manipulé ou contrôlé par un phénomène qui veut nous amener à l'homosexualité, soit qu'on est homosexuel et manipulé par l'éducation conceptuelle qui nous empêche de l'être. Chose certaine, c'est qu'on doit faire l'éclaircissement entre l'un et l'autre. J'ai connu un individu, moi, qui était hétérosexuel. Lentement, il s'est senti penché vers l'homosexualité sans aucune maudite raison. Lentement, il a commencé à aimer un de ses élèves. Lentement, il trouvait les hommes beaux. Lentement, il commençait à trouver les femmes moins bien correctes. Et puis, ça l'enrageait. Je l'ai rencontré un jour dans un séminaire. On a jasé ensemble et il en souffrait. Parce que lui, il s'était rendu compte qu'il n'était pas homosexuel, mais que lentement, sans aucune raison, il le devenait. L'être humain se fait manipuler, se fait posséder. L'homosexuel n'est pas nécessairement un possédé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement une bi-identification émotive. Celui qui veut savoir s'il doit vivre pleinement son homosexualité, on doit vivre pleinement ce que nous sommes, être naturel. Maintenant, comment décortiquer ce que nous sommes de ce que nous avons appris que nous étions? Quelques colères mentales, l'expérimentation et ce dans quoi on se sent bien. Chose certaine, c'est que l'humain doit toujours se laisser une porte au changement. L'homosexualité est un problème au niveau de l'évolution des espèces et des races. Ça n'engendre pas d'enfants, ça ne permet pas la procréation. Nécessairement, instinctivement, les religions l'ont banni. Et lorsque la religion n'a plus de puissance, la morale prend la relève. Et l'homosexualité est un échange d'énergie affective ou vitale entre deux humains. L'homosexualité, qu'elle soit femelle ou mâle, ce n'est pas un problème. Sachez une chose qui est dangereux à dire, mais qui est un fait. Le père, nécessairement avec son enfant ou avec les autres garçons, vivra de l'homosexualité énergétique. Pas nécessairement sexuelle. Mais on n'arrive pas à faire la différenciation entre ceux-là. Quand est-ce sommes-nous cochons, débiles, pervertis ou naturels? Lorsque l'on fait une chose qui n'a pas de fondement écologique, on est perverti, anormal, anaturel, problématique.
Faire un massage à un enfant, ça a deux raisons d'être. C'est bon pour son corps, c'est bon pour sa psychologie, et c'est bon pour le masseur. Il prend de l'énergie. Avoir une relation sexuelle avec un enfant, ou jouer avec ses organes sexuels, ça n'a aucun fondement, ni énergétique, ni biologique. Avoir une relation sexuelle avec une jeune fille, si elle ne peut pas procréer, ça ne sert à rien. Si elle n'est pas en âge psychologique de concevoir un enfant, ça ne sert à rien. Donc là, on tombe dans le problème social. Mais le reste, ça fait partie des choses naturelles, parce qu'il y a des raisons écologiques à ce que cela soit fait. Évidemment, le consentement de l'autre est important parce qu'il ne donnera pas d'énergie et il n'en recevra pas. On appelle cela un vol et énergétiquement un viol. L'homosexualité, ce n'est pas un problème social. C'est un problème social présentement parce qu'il y a des humains qui ne peuvent pas concevoir des choses différentes d'eux-mêmes. C'est comme les handicapés. Le grand handicap des handicapés, c'est le monde normal. Et c'est un peu la même chose. Je ne prône pas l'homosexualité pour des raisons écologiques, procréatives. Mais je connais des individus qui font partie de mes amis qui sont homosexuels. Et puis après, ils restent par le même négro. Pareil. La seule chose qu'il y a, c'est que leur échange d'énergie a été problématique dans certains points. Et ils doivent vivre leur évolution comme ils peuvent la vivre. Si moi je la vis avec une femme, je la vivrai avec une femme. S'ils la vivent entre même sexe, ils la vivront entre même sexe. Et puis après. Les homosexuels font de très bons parents. Point de vue génétique, avoir un enfant entre cousins ou cousines, est-ce que cela peut provoquer certains problèmes à l'enfant? Question assez originale, parce que si c'est déjà fait, c'est pas pour dire oui. Ils sont bien écologiques. Prendre un génie d'une famille, avoir un enfant, on crée un génie. On recommence 2-3 fois, on crée un DBE. C'est simple. Alors, cousin, cousine, et puis après, tant que ça continue pas, le mélange consanguin risque d'amener une pénurie génétique qui risque d'engendrer ou de faire en sorte que les caractères récessifs des problématiques de la génétique deviennent dominants et engendrent des problèmes, des hémophiles, des CD, ces choses-là. Mais de premier abord comme ça, il n'y a aucune personne qui peut génétiquement avoir de crainte de se mélanger immédiatement avec son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, ou etc. Par contre, c'est dans la prolongation de cela que ça créera un problème. Alors, il n'y a vraiment aucun problème pour l'enfant. Qu'est-ce qu'un avatar? Y en a-t-il présentement sur la planète? Les avatars avaient raison à l'époque. Beaucoup avatars, remarquez bien. Un avatar est un guide. Un avatar est un précurseur d'une race. Un avatar est un espèce de grand chef. Un avatar est une personne qui peut facilement être déifiée. Zarathustra en était un. Rama en était un. Odin en était un. On en a eu plusieurs au niveau des races, des sous-races de la race mère blanche, neuronique blanche, n'a pas cutané blanc. Les avatars, il y en a eu. Moïse en était un. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a eu en Atlantide. Il y en a eu en Lémurie. Il y en a eu en Terre blanche. Il y en a eu en Hyperborée. Il y en a eu et il y en aura en Amérique. Mais un avatar, c'est simplement un catalyseur d'évolution. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des changements massifs au niveau de l'évolution d'une humanité, il y a des personnages qui viennent pour instruire un peu plus, c'est-à-dire pour permettre aux personnes, même si elles ne comprennent pas toujours, d'avoir des mots ou d'avoir des concepts qui leur permettent de mieux supporter un changement lorsque cela arrive. Parce que s'ils n'avaient pas compris, ils peuvent au moins dire « Ah bon, c'est ça qu'il voulait dire ». Les avatars, dans l'ère actuelle, il n'y en a pas de principaux. Il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs. Je pratique la technique NADO depuis 4 ans, ce qui augmente mon énergie vitale par ces exercices d'oxygénation qui m'apportent un équilibre mental et physique et une indépendance psychologique. En somme, je me sens moi-même. Qu'en pensez-vous? Le problème de la technique NADO, c'est que ça marche, mais c'est qu'ils savent pas pourquoi. Bon, ça m'amène de mon énergie et vitalité par les exercices d'oxygénation. C'est faux. La technique NADO n'oxygène pas plus que n'importe quel genre de technique. Par contre, la technique NADO, elle a une chose assez efficace.
que l'on retrouve en passant dans d'autres techniques, mais qui est extrêmement avancée, soit dans la technique NADO, soit dans une technique de nettoyage cérébral du programme contrôleur. L'avantage de la technique NADO, c'est qu'elle oblige continuellement une motricité pompeuse des vertèbres sacrées et du bassin dans énormément de mouvements. On peut arriver au même résultat avec moins de mouvements, mais dans la majorité des cas, c'est absolument génial. J'ai déjà dit souvent que du Québec partirait une instruction nouvelle prochainement pour le reste de la planète. Il y a eu la Ligue d'improvisation, la possibilité dans une pièce de théâtre de jouer avec de l'instantané, de développer son ajusteur de pensée et d'arriver à exprimer de l'instantané. On appelle l'improvisation. Pas d'improvisation, c'est d'instantanéité. On place l'individu dans des contextes qui démerdent, puis ça se démerde au Québec. C'est une chose. La technique NADO est un autre phénomène qui va couvrir la planète. Il y a d'autres choses qui vont couvrir la planète. Il y a des grandes gueules qui vont couvrir la planète, puis il y a d'autres phénomènes. La technique NADO, l'avantage qui est là, c'est que par le pompage sacré, il y a d'autres techniques qui permettent le même genre de choses. Elle oblige une circulation du liquide céphalo-rachidien dans la colonne vertébrale, dans la tête, dans le cerveau, ce qui nettoie les méninges. Il y a 3 méninges, n'est-ce pas? Il y a l'absumère, l'arachnoïde, la pimaire. Ce sont des enveloppes qui protègent le cerveau. Cela permet le refroidissement du cerveau, ce qui conserve un état, une température adéquate au cerveau pour fonctionner. Cela permet en même temps aux cellules gliales de mieux nettoyer les espaces interneuroniques. Cela permet donc au cerveau de se libérer de certaines contraintes. Et cela, par le fait même, permet une accélération de la circulation d'énergie vitale qui amène ce que la personne ressent. Le yoga ne permet pas tout à fait cela, parce qu'il n'y a pas assez de motricité au niveau du bassin. Le tai chi épaissit le cœur, mais ne le renforce pas. C'est la seule technique qui épaissit le cœur, ce qui n'est pas mauvais. Et le nettoyage cérébral ou certaines autres formes de techniques, si elles sont appliquées au niveau du programme contrôleur PMC, permettent des choses du même genre. Que pensez-vous de l'idée qui dit que quand tu n'arrives pas à penser, tu vas prendre une marche, tes idées s'éclaircissent. Quand tu marches, tu pompes. Il y a aussi des démarches que l'on peut apprendre qui fait que lorsque l'on marche sur la rue, bien, on pompe en sacré-bleu. Ainsi qu'au niveau PMC, on appelle ça le pompage sacré, pour 2 raisons. Ça crée quelque chose. Puis l'autre raison, c'est que ça enrage les gens qui ont peur des spiritualités. Pompage sacré, chaque texte de sacré. Non, c'est vertèbres sacrées qui travaillent. Ici, j'ai 3 questions. Doit-on être intelligent pour parler intelligemment? Non. Imaginez-vous que s'il fallait être intelligent, parler intelligemment, on ne parlerait jamais intelligemment. C'est comme d'attendre d'être bon pour être bon. Non, l'intelligence, elle peut passer par l'homme. Lorsque l'homme accepte d'être un canal, puis lorsque l'homme accepte d'exprimer par la parole et d'écouter, de laisser aller les choses, il va découvrir souvent que ce qu'il vient de dire, ça a d'allure. Mais bien souvent, il n'est pas capable de supporter un once de savoir parce qu'il se laisse écraser carrément par les tonnes de connaissances qui l'habitent. Alors, il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas nécessaire d'être intelligent pour parler intelligemment. Lorsque l'on parle intelligemment, on donne l'impression d'intelligence. Très important. Vous allez dire des choses intelligentes que vous ne pourrez pas appliquer. C'est la preuve. Vous devez maintenant vous instruire, devenir vos seuls maîtres et apprendre à l'exprimer. Deuxième question. Moi qui ai d'intelligence moyenne, je perds mes énergies à trouver pour mon enfant les réponses les plus intelligentes possibles. Comment m'en sortir? Parce que la personne, elle réfléchit au lieu de répondre. C'est banal à dire. Mais la personne doit, lorsque l'enfant pose une question, elle doit, si l'enfant est capable de supporter la question, il n'y a pas le premier truc, c'est de s'arranger pour que l'enfant se réponde à lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penserais? Bon, c'est mieux avec lui. L'autre chose, c'est du moment qu'il la pose, répondre. Pas réfléchir et pas attendre. Dans le début, bon, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont commencer à sortir, vous devez vous autoriser à être capable de dire des choses que vous n'avez pas apprises. Et là, on ne perd pas de l'énergie, on en gagne. Mais la personne, elle réfléchit, elle cherche, elle pense, elle se concentre donc, et elle brûle de l'énergie et elle perd. Du moment que la question vient, répondez. Et ça va bien. Les hommes sont-ils en moyenne plus intelligents que les femmes? Les grands penseurs, les grands maîtres, etc. sont tous des hommes. Oui, parce qu'on préférait à l'époque écrire plus sur les hommes penseurs que sur les femmes penseurs. Alors nécessairement, on entend parler des hommes. On n'entend pas parler des femmes. Néfertiti, Catherine de Médicis, et on peut en nommer des femmes qui ont transformé la planète. Mais il n'y a pas grand monde qui les connaît, ceux-là. Marie-Madeleine,
Et enfin, je pourrais en nommer, ce serait absolument effarant qu'ils ont traversé l'humanité en même temps que les hommes. L'histoire ayant été écrite en majorité par l'homme, nécessairement on parle de l'homme. Mais l'homme n'est pas plus intelligent que la femme. La femme, elle est le même récepteur expressif de l'intelligence instantanée que l'homme, sauf que la femme, elle est bâtie plus émotivement pour des raisons convenables, des raisons cosmiques, des raisons intelligentes. L'homme est bâti beaucoup plus intellectuellement ou physiquement pour le même genre de raisons. Et à remarquer que moins on a besoin du corps physique de l'homme pour soulever les roches, transporter les choses, parce que maintenant on a une technologie des tracteurs, des bulldozers, des grues, l'homme tend à se raffiner, à s'efféminer. La femme tend aussi à s'en aller. On se dirige vers une mutation sociale qui, d'ici beaucoup d'années, engendrera un androgynos, c'est-à-dire qu'on va redevenir un peu ce qu'on était. On n'aura plus de sexualité. On n'aura plus d'enfants parce qu'on ne connaîtra plus le monde de la mort. C'est des choses intéressantes. Bon, on reviendra à un moment donné. Mais l'homme n'est pas plus intelligent que la femme n'est pas plus intelligente que l'homme. Il y a des hommes plus intelligents que les femmes, il y a des hommes plus intelligents que les hommes, il y a des femmes plus intelligentes que les femmes, il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Il n'y a pas d'individu. Il y a même des enfants plus intelligents que les adultes. Ce n'est pas question de sexe. L'homme ancien a des relations sexuelles excessives. Où se situe la normalité? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Ça ne se situe pas. La normalité va se situer lorsque c'est en dehors des choses normales. Les choses normales, c'est la moyenne nationale. Mais c'est très relatif. En Italie, la normalité est plus dure à aller chercher qu'au Japon, peut-être. Comment se fait-il qu'un homme comme Charlie Chaplin, qui fait un enfant à l'âge de 83 ans, peut faire un bébé tout neuf avec des vieux spermatozoïdes? Dans la conférence sur la conception de l'enfant, j'explique justement ceci. Regardez comment c'est fou, le monde. Alexis Carrel, à un moment donné, prend un cœur de poulet. Il en coupe une partie, il met ça dans une substance nutritive. Le poulet a une longévité de quelques années. Après 12 ans, le cœur dans la substance nutritive vit toujours. Il n'est pas dans un poulet, mais il vit. Après 30 années, par accident, l'expérience est arrêtée. Le cœur vivait toujours. Il n'y a pas un poulet qui vit 30 ans. Je prends une cellule de n'importe qui d'entre vous. Je la mets, je la sors de l'homme. Et je la mets dans un contenant qui va la nourrir. Elle sera éternelle. La preuve qu'elle sera éternelle. Un spermatozoïde, c'est une cellule d'un homme. Mélangée avec un ovule, la cellule d'une femme. Après des millions d'années, c'est toujours vivant. La preuve, on est là. C'est les deux mêmes maudites cellules qui, étant éternelles, se divisent. À un moment donné, elles deviennent complexes. À un moment donné, elles reçoivent une réincarnation amique. À un moment donné, elles deviennent conscientes. À un moment donné, elles souffrent, elles ont des désirs, elles ont des peurs, elles veulent vivre. Et à un moment donné, pour obliger la génétique à s'améliorer, on élimine les anciens pour laisser le neuf naître. La vie dans l'homme, elle est là. On la transmet à l'enfant, mais c'est la même maudite vie qu'on transmet à l'enfant. Cette vie, elle est immortelle. Elle ne connaît pas la cessation. À l'intérieur de chacun des individus présents sur la planète Terre, il y a suffisamment de vie pour que l'humain reste immortel et pour que l'humain se rajeunisse. La preuve, c'est que lorsque deux personnes âgées engendrent un enfant, il est flambant neuf. Mais cet enfant, la mère le nourrit. Elle crée les cellules. Elle est plissée. Elle a de la difficulté. Mais elle crée un enfant qui sort correct, puis qui va grandir et être jeune et être mature et être vieillard. Et quand je dis que l'humain peut devenir immortel, ben sacrableux, c'est la preuve, ça se fait. Sauf que l'humain a une conscience qui l'épuise. Premièrement, pour démolir l'ego de l'homme, parce que l'ego de l'homme se prend trop au sérieux, ce qui nuirait à l'évolution génétique permettant la création d'un corps qui supporterait de l'intelligence de l'esprit, on doit tuer le corps, prendre l'ego, l'envoyer dans le monde de la mort où il sera digéré par le monde astral, et par la suite créer une réincarnation pluralitaire pour qu'on se continue le processus. Le véhicule de l'homme n'évolue génétiquement convenablement que s'il est habité par une motricité astrale, un âme. Sauf que l'homme se prend tellement au sérieux qu'à un moment donné, il aurait tellement de pouvoir sur la plan planétaire. Imaginez Adolf Hitler immortel, imaginez Napoléon immortel, imaginez le plus grand criminel immortel.
Ça créerait des problèmes. Les savants n'auraient même pas besoin d'être là, on ne pourrait pas. À un moment donné, ça meurt. Même les grands savants finissent par se prendre tellement au sérieux à un moment donné que, mourant, on crée le problème. Et autre chose, on permet une génétique améliorée. Étant donné que l'être humain n'est pas capable de se mettre au monde de son vivant, pour l'instant, ça s'en vient, nécessairement, il meurt, il crée un corps, qui engendre un corps, qui engendre un corps, le bonhomme, le bonne femme, ils reviennent dedans. C'est efficace. Charlie Chaplin et bien d'autres sont capables d'avoir des enfants neufs parce que la vie neuve existe dans chaque être humain, quel que soit son âge, sauf que l'humain ne travaille pas avec ça, l'humain travaille avec la mémoire. Vous prenez un petit sac à dos, vous mettez de la mémoire. Vous avez 12 ans, vous mettez de la mémoire, le sac qui compte. Vous avez 35 ans, vous mettez de la mémoire, le sac qui compte. Vous avez 55 ans, c'est tellement pesant que vous pliez le dos. Puis à un moment donné, c'est tellement pesant que vous... Au lieu de vivre avec la vie neuve, on vit avec le passé. On vit avec ce qu'on était. On n'est jamais ce qu'on est. Et nécessairement, la vie, elle le fuit. À quoi ou à qui servent les personnes inaptes à la procréation, inaptes par stérilité biologique? L'être humain qui ne peut pas procréer par accident, par stérilité génétique ou médicale, est un être humain qui, premièrement, peut instruire, éduquer. C'est un être humain qui vit une expérience sociale qui nourrit les autres, qui nourrit le monde de la mort. C'est un être humain qui a exactement la même fonction que le reste des êtres humains, sauf qu'il ne pourra pas se réincarner dans sa descendance génétique. C'est tout. C'est vraiment pas de problème. La semaine prochaine, l'exorcisme. Ceux qui veulent faire l'exercice de l'exorcisme, ça peut être intéressant. On ne parle pas des choses sataniques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas